montrer. José, pose ton flingue, s'il te plaît. Pose le flingue. Merci d'être si trop nombreux. Toutes les années, la plupart d'entre vous savez certainement que le festival se déroule et souvent, il y a plein de gens qui réservent, qui disent on va venir, puis qui ne viennent pas. Et puis alors là, aujourd'hui, yeah. Alors on va essayer de s'organiser quand même. Donc on a installé un écran avec du son derrière sur la partie bar. Et donc on pourra évidemment poser des questions. On va faire circuler un micro HF pour que les questions puissent aussi être posées de dehors. Il faut évidemment aussi tenir compte des impératifs de sécurité. En tout cas, merci vraiment, ça fait chaud au cœur de vous voir si nombreux à ce 18e festival Sciences Frontières. Donc bon, la question numéro 1 pour ouvrir ce festival, c'est sommes-nous une espèce en danger? Alors, je ne vais pas vous faire un dessin, il y a peut-être de quoi se poser la question. On parle des modifications climatiques, on parle parfois des OGM, on parle, enfin, disons, de ce qu'on mange et de ce qui nous soigne, grosso modo. Et on est dans un monde où on a tellement développé le progrès qu'on avait peut-être l'impression qu'on devait, grâce à ce progrès, vivre dans un univers à risque zéro. Et en fait, c'était une illusion. L'exemple peut-être le plus fort, c'est celui de l'échographie, où personne n'a jamais dit que ça marchait à 100%. Mais maintenant, on voudrait que ça marche à 100%, sauf que c'est plutôt 65-70%. Donc forcément, il peut y avoir des problèmes. Parce que la technologie, ça ne répond pas à tout. Et c'est peut-être simplement un problème de société. Peut-être qu'il n'y a pas de risque zéro et qu'il faut accepter qu'il y ait des risques. Donc, on va faire ce tour de table donc, comme on procède d'habitude, c'est-à-dire chacun de nos invités va essayer de répondre en 7-8 minutes à la question « Sommes-nous une espèce en danger ?» Et après quoi, évidemment, le débat, ça sera avec vous, avec la salle. Donc, comme vous êtes extrêmement nombreux, il faudra bien lever le doigt, qu'on vous repère pour que les micros puissent circuler. Alors, je vais peut-être demander en premier à Jean-Marie Pelt, le président de l'Institut européen d'écologie. Ben oui, est-ce que nous sommes une espèce en danger, Jean-Marie? Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est M. Colborn qui dit ça, qui est un scientifique américain, c'est-à-dire un vrai scientifique pur et dur, puisqu'il paraît que je ne suis pas, José Bové a dit que j'ai été mal vu chez les scientifiques, qui m'a fait mal au cœur, hein, qui a fait toute ma vie de la science. Alors, M. Colborn a publié un bouquin en Amérique qui a été traduit en français et qui s'appelle « L'homme en voie de disparition ». Et il a évoqué ce que nous avons maintenant à payer parce que le siècle qui s'achève a été le siècle de la chimie. Et maintenant, le siècle qui commence va probablement être le siècle du gène. Mais la chimie, ça a commencé à la fin du 19e siècle avec les colorants et avec l'aspirine en Allemagne. Et puis, ça a donné, évidemment, à la fois tous les médicaments chimiques, ça a donné aussi toutes les molécules utilisées partout, y compris toutes les molécules utilisées par l'agriculture et en particulier les pesticides. Et alors, en ce qui concerne les pesticides, on savait depuis déjà un bon bout de temps qu'ils avaient comme fâcheuse propriété de diminuer l'immunité et que si on manipulait trop les pesticides, on faisait plus de grippe, paraît-il. En tout cas, c'est ce qu'on a observé aux États-Unis. On savait aussi que certains d'entre eux étaient cancérogènes et donc il fallait les éliminer. Et même M. Bush, c'est pas peu dire, a accepté que l'on élimine 12 pesticides qui étaient considérés comme sans doute cancérogènes et qu'on appelait dans la profession les 12 salopards. Mais alors, il y a une propriété des pesticides qui n'a pas été médiatisée du tout en Europe parce que le livre de M. Colborn n'a pas été beaucoup lu, en tout cas pas lu dans les médias, ce sont les propriétés féminisantes. Et l'histoire commence étrangement par une préface de M. Al Gore, qui a failli être président des États-Unis et qui était très très préoccupé par ce problème-là. Et nous allons
enchaîné avec la conférence de tout à l'heure de notre ami Yves Coppens sur l'homo, mais l'homo dans un autre sens du terme, vous allez voir, qui n'est pas tout à fait le sens qu'il lui a donné tout à l'heure et qui nous concernait tous, puisque nous sommes tous des homos, vous avez remarqué. Alors, on a étudié, pas du tout avec un lien quelconque aux pesticides, les populations d'un lac de Floride, qui est le lac Apopka, la Floride étant d'ailleurs cet État des États-Unis où M. Gore a coulé devant George Bush. Vous vous souvenez que c'est en Floride que ça s'est joué. Alors il y a en Floride un lac qui avait une étrangeté, c'est qu'on n'y voyait plus de petits crocodiles. Il y avait des alligators dans ce lac, on voyait des grands alligators, mais on ne voyait plus de petits alligators, ce qui a intrigué les zoologistes. Et alors ils ont regardé de plus près ces étranges alligators qui ne faisaient plus de bébés, et on s'est posé la question, pourquoi ne font-ils plus de bébés? Alors on a vu qu'il y avait des madame alligator qui se portaient très bien, qui étaient en parfaite santé, et puis on n'a pas trouvé de monsieur alligator, mais on a trouvé des transsexuels qui avaient un zizi plus petit que mon petit doigt, ce qui est peu de choses pour un alligator, et qui manifestaient à l'égard des femelles ce qu'on pourrait appeler un intérêt réduit aux acquets. C'est-à-dire qu'en fait, la passion ne se déchaînait pas entre ces pauvres transsexuels et ces madames qui se portaient très très bien et qui sans doute leur faisaient peur. D'où l'expression aux acquéquettes, sans doute. C'est ça, oui. Et voilà. Et alors, on en était là quand on a constaté, mais c'est tout à fait d'autres scientifiques, il n'y avait pas de lien entre ces constatations, les liens n'ont été faits qu'après, que des goélands, aussi d'ailleurs de cette même région, pondaient 6 œufs dans le même nid, ce qui était tout à fait étrange parce qu'un goéland normalement constitué pond 3 œufs dans son nid. Donc on s'est dit, c'est pas possible, il y a 2 femelles qui ont dû pondre dans le même nid. Alors on a donc imaginé qu'il y allait avoir à partir de ce nid 6 jeunes goélands qui allaient éclore, on a regardé les œufs et personne n'est sorti des œufs. Alors on a regardé de plus près les choses, on s'est intéressé aux goélands comme on s'était intéressé aux alligators. On a regardé de près le sexe de ces oiseaux et on a vu qu'effectivement, il y avait 2 goélands d'œufs qui pondaient dans le même nid et qui étaient paxés. Ce qui a provoqué de nouveau une très grande stupeur. Et alors, à partir de là, il y a toutes sortes d'informations qui sont tombées. Alors, on a d'abord réalisé que ce lac Apopka avait été envahi par des pesticides parce qu'une usine avait lâché des pesticides dans le lac et qu'il y avait donc une teneur en pesticides important dans l'eau. Alors, on a étudié la teneur des pesticides dans le corps des alligators et on a vu que dans la graisse des alligators, il y avait beaucoup de pesticides. Et les goélands qui mangent des poissons qui eux-mêmes étaient dans des régions qu'on avait copieusement arrosées pour lutter contre l'éventuel paludisme, contenaient eux aussi dans leur graisse des quantités très importantes de pesticides. Et alors on a fait un lien entre la teneur en pesticides et puis l'évanescence des mâles. Et c'est là qu'on a observé des tortues. Alors ces tortues étaient tout à fait homosexuelles. Et alors il y avait un détail de la publication scientifique à laquelle je suis remonté parce que je trouvais ça très drôle. Et alors ces tortues faisaient l'amour avec une ardeur particulière. C'est-à-dire que les 2 femelles ensemble passaient plus de temps à s'occuper l'une de l'autre que ne le font les mâles par rapport aux femelles dans les temps ordinaires. Mais nous sommes, vous le voyez bien, dans des temps extraordinaires. Et alors après ça est apparue une série de publications sur des belugas et sur les pumas de Floride. Il n'y avait plus que des jeunes filles et pas de garçons. Et sur un certain nombre de poissons du Saint-Laurent, où il y avait Monsieur Poisson et puis Madame Poisson et puis Monsieur Poisson. Monsieur Poisson n'envoyait plus de sperme, il était complètement stérile, il n'était pas excité par ce qu'envoyaient les œufs qu'envoyaient dans le milieu les dames. Alors ça s'est généralisé. Et puis on a dit, voilà, les pesticides, c'est tout de même très inquiétant parce qu'il semble y avoir un lien entre les pesticides et puis ces effets féminisants de la nature. Et donc la nature est devenue femelle. Et alors il y a quelqu'un qui a dit, et nous? C'était une bonne question. Et alors on a regardé un peu ce qui se passe dans l'espèce humaine. Et ce quelqu'un, c'était M. Scheckelbeck, qui était un Danois et qui a regardé le sperme des jeunes garçons danois contemporains et qui l'a comparé avec le sperme conservé de leurs grands-parents, conservé
au grand froid et il a vu qu'il y avait 40% de spermatozoïdes en moins chez les jeunes que par rapport aux vieux. Alors il s'est fait absolument matraquer, on l'a beaucoup critiqué, on a dit qu'il avait mal travaillé, que ce n'était pas vrai. Et là, d'autres chercheurs sont venus en relais et ont affirmé que ce qu'avait découvert le Danois était effectivement vrai et que dans le sperme des jeunes garçons, il y avait moins de spermatozoïdes que chez les adultes et que chez les grands-parents dont on pouvait comparer les teneurs en spermatozoïdes du sperme puisqu'on avait des spermes congelés. Alors, ce phénomène a été baptisé féminisation de la nature, féminisation liée à des propriétés féminisantes des pesticides, et il pose effectivement un certain nombre de questions. J'en évoquerai deux pour terminer, parce qu'il faut être bref, m'a-t-on dit. La première question, c'est de savoir si ce fait que la nature est hyper féminisée par les pesticides et pas trop mal féminisée par les contraceptifs qui arrivent dans les stations d'épuration, mais dont pas un chat ne sait ce qu'ils deviennent à partir de là. En tout cas, il y a de la chimie féminine partout. Est-ce que ça serait un phénomène qui aurait dopé la féminisation culturelle qui marque la fin du siècle dernier et du début de ce siècle? C'est la montée en puissance des femmes qui est incontestable. Les parités, toute la sociologie montre que les femmes montent en puissance. Question, est-ce qu'elles sont dopées par la chimie? Ça, c'est une très intéressante question. Alors, si elles étaient dopées par la chimie, ce qui n'est pas complètement exclu, qui paraît cocasse, mais qui n'est pas complètement exclu, je prends l'engagement ce soir avec elles de créer, au moment venu, comme dirait M. Barr, le mouvement de libération des hommes. Parce que ça pourrait s'avérer à ce moment-là tout à fait nécessaire. Et puis, la deuxième question, c'est nos garçons. Alors, nos petits gars qui ont plus trop de spermatozoïdes, c'est tout à fait inquiétant et c'est une manière dont l'espèce pourrait effectivement se fatiguer et s'éteindre à terme si nous continuons à utiliser les pesticides. Et il y a probablement d'autres causes, mais enfin, il y a en tout cas probablement celle-là. Ça pourrait être une manière de s'éteindre gentiment. Ces petits gars, il faut leur donner du jus. Et alors, je suis tout à fait persuadé que l'intervention de José Bové va les doper à fond la caisse et j'en reste là. Merci Jean-Marie Pelt. Alors, on va peut-être profiter de la transition que tu as faite. José Bové, sommes-nous une espèce en danger? En 7 minutes. On peut essayer aussi en 7 minutes. Alors moi, je commencerai d'abord par moi. C'est vrai que la question, pour moi, je répondrai par l'affirmative. Mais comme je suis un pessimiste, mais qu'en même temps, je compense mon pessimisme par l'action, je pense que rien n'est désespéré tant qu'il y a des hommes sur cette planète. Et ça veut dire que, très clairement, si on est en capacité de réagir et d'agir, il y a toujours une histoire possible. La question est de savoir si, effectivement, demain, l'homme sera encore sur cette planète. Alors, c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'indicateurs qui sont relativement inquiétants. L'indicateur de la FAO, qui, il y a 6 ans, annonçait que 800 millions de personnes ne mangeaient pas à leur faim ou mouraient de faim sur cette planète. Cette année, la FAO a refait ses calculs et nous sommes passés à 840 millions. Donc ça, c'est un chiffre qui est incontestable, c'est une réalité. Mais en même temps, ce qui est dangereux, c'est que si on était dans une histoire linéaire où rien ne se passait, on se dirait c'est une fatalité. Le problème aujourd'hui, c'est que cette augmentation du nombre de personnes qui aujourd'hui ne mangent pas à leur faim n'est pas liée à une catastrophe écologique qui viendrait d'un astéroïde qui aurait frappé la Terre, mais vient en fait de notre comportement même sur cette planète. Et je pense que c'est en ça que nous sommes dans une période de grande inquiétude où il y a effectivement un risque pour l'espèce humaine, mais pas simplement l'espèce humaine, pour l'espèce végétale et l'espèce animale. Aujourd'hui, ce qui est en cause, à mon sens, c'est la façon dont l'homme s'inscrit dans l'histoire. Et ce qui est remarquable depuis 10-15 ans, c'est cette accélération de ce processus de destruction par les outils que l'homme crée lui-même pour, soi-disant, organiser la planète.
Et quand je regarde les chiffres de la FAO, ce qui me surprend le plus, c'est que si on les met en parallèle avec des institutions internationales, eh bien on se rend compte que ces chiffres coïncident parfaitement avec l'organisation du monde autour d'une seule logique, qui est la logique marchande. L'Organisation mondiale du commerce a été créée en janvier 1995 et l'introduction de l'agriculture dans cette Organisation mondiale du commerce date des accords du GATT de 1986. Ça veut dire très clairement que depuis 15 ans, eh bien, la logique de l'alimentation sur cette planète ne répond plus à des besoins des populations à partir de leur propre agriculture, mais répond uniquement à une logique institutionnelle et une logique de marché. Et là, on est effectivement dans une vraie interrogation. On est en train de détruire la capacité des gens à se nourrir eux-mêmes uniquement par le fait qu'on a voulu faire rentrer l'agriculture, qui est une activité spécifique de l'humanité, dont l'objet, c'est effectivement de nourrir les gens là où ils habitent. On a voulu faire rentrer l'agriculture dans la seule loi du marché. Et donc, on arrive dans une situation parfaitement absurde où aujourd'hui, le fait de produire de l'alimentation pour nourrir sa propre population est quelque chose qui est en danger parce que ça va contre la logique du marché. Aujourd'hui, il y a 90% de l'alimentation encore qui est produite là, qui est produite sur place, c'est-à-dire que 90% des aliments permettent de nourrir les gens là où ils habitent. Il n'y a que 10% des aliments qui circulent autour de la planète, mais les règles aujourd'hui qu'on veut imposer à l'ensemble de l'agriculture sont celles de ces 10%. Ça veut dire qu'un pays aujourd'hui est obligé d'importer au minimum 5% de chacun des produits qu'il consomme, et ce sont les règles qui sont imposées par cette institution internationale. Alors on arrive dans ce paradoxe que de plus en plus de pays aujourd'hui ne peuvent plus nourrir leur population à partir de leur propre agriculture, parce que la logique du dumping, d'une alimentation qui arrive des pays du Nord à bas prix, détruit les équilibres alimentaires parce que cette alimentation arrive en dessous des coûts de production des paysans qui habitent dans ces pays. Donc on est dans une situation de très grande menace et qui se manifeste par cette augmentation du nombre de personnes qui sont en train de mourir de faim ou qui ne peuvent pas se nourrir correctement. Et en même temps, cette logique amène la déstructuration de tous les milieux sociaux qui composent ces agricultures paysannes et vivrières. Parce que souvent, ce qu'on ignore, c'est que 60% de l'humanité, ce sont des paysans. 60% de la population active sur cette planète, ce sont des paysans. Donc à partir de cette logique de marché, eh bien, on est en train de désagréger la capacité des gens à pouvoir rester là où ils sont, dans leur milieu traditionnel, dans leurs habitudes culturelles. On est en train d'exclure ces gens de leur habitat et de les envoyer dans des zones périurbaines où là, effectivement, ils n'ont absolument plus rien à faire, puisque en même temps, eh bien, la technologie évoluant, la forme d'industrialisation n'a plus besoin de cette main-d'œuvre. Alors, pour terminer, l'exemple aujourd'hui qui m'inquiète le plus et qui peut être effectivement la manifestation de ce déséquilibre, c'est ce qui se passe en Chine. La Chine vient de rentrer dans l'Organisation mondiale du commerce. Ça a été fêté en grande pompe à Doha, au Qatar, au mois de novembre, et on était bien peu à protester à ce moment-là, parce que ce n'était pas évident d'arriver à Doha. Et on a été bien peu à protester, alors que ce qui va se passer en Chine dans les 10 à 20 prochaines années est porteur d'une crise majeure que l'humanité n'a jamais connue. Le fait que la Chine rentre dans l'OMC, ça va se traduire, selon tous les économistes chinois, par l'élimination de 250 millions de paysans. 250 millions de paysans, jamais on a connu dans l'histoire de l'humanité un tel exode. Or, aujourd'hui, il n'y a pas un seul homme politique chinois, mais il n'y en a pas non plus un seul de ces institutions internationales qui est en capacité de dire où ces personnes vont aller. Qu'est-ce qu'on va faire de ces 250 millions de paysans qui vont être chassés de leurs terres parce qu'en raison des importations et de la logique des prix mondiaux qui vont
fonctionner en Chine, eh bien ces gens-là vont être obligés de quitter l'endroit, leur ferme, leur village. Et donc on va se retrouver dans une situation de crise sociale sans précédent sur un continent d'1,5 milliard d'habitants, et d'ici quelques années, ce chiffre aura évidemment encore augmenté. Donc on va se retrouver avec à la fois une crise alimentaire, une crise politique, une crise sociale avec des conflits régionaux majeurs. Et donc on peut dire très clairement aujourd'hui que le risque que fait courir l'Organisation mondiale du commerce à l'ensemble de l'humanité, c'est une désagrégation complète des espaces traditionnels dans lesquels les gens habitaient. Donc je ne veux pas rentrer dans d'autres sujets, certainement qu'on y rentrera après. On pourrait parler aussi des risques technologiques. Jean-Marie Pelt en a parlé tout à l'heure, la question des OGM, etc. Mais aujourd'hui, ce qui me paraît le plus incroyable, c'est qu'au nom d'une logique économique, d'une logique néolibérale, on a mis en place des instruments de gestion de la planète et que ces instruments de gestion entraînent par leurs effets une destruction irréversible de la capacité des gens à pouvoir vivre là où ils habitent. Et donc, à partir de là, la désagrégation sociale, la désagrégation politique, la désagrégation environnementale seront les prochains risques si nous ne réagissons pas, si nous n'empêchons pas cela d'arriver. Donc, cela est inscrit dans la logique du modèle néolibéral. Bien heureusement, les gens réagissent un peu partout, donc il y a espoir. C'est pour ça que je suis pessimiste actif. Merci José Bové. Jacques Testard, biologiste, directeur de recherche INSERM, a beaucoup tripoté le gène? Non. Mais en tout cas, maintenant, président de la Commission du développement durable. Alors, est-ce qu'on a une chance, Jacques, de durer? Oui, alors José a dit qu'il était pessimiste. Moi, on me dit souvent que je suis pessimiste et je réponds non, je suis réaliste. Et je crois que les optimistes sont des gens qui ne voient pas clair. Mais je vais commencer par quelque chose de plus gai en reprenant la féminisation de la nature dont a parlé Jean-Marie Pelt. Même si la quéquette des crocodiles diminue et même si le nombre de spermatozoïdes des hommes diminue, vous voyez au moins que la partie de l'espèce humaine qui habite les tribunes de meeting est toujours masculine. C'est rassurant. C'est quand même frappant. Bon, ceci étant dit... Alors, chaque fois qu'il vient au festival, il la sort, celle-là, hein, pour les nouveaux. Au festival non, mais c'est vrai, t'as raison. Chaque fois qu'on voit 7 types à une tribune et qu'il n'y a pas une femme, ça paraît... Bon, c'est vrai. Bref. Et pour continuer un tout petit peu sur le sexe, demain, on va parler du clonage. Mais, donc je ne vais pas en parler longtemps, mais c'est quand même une des façons éventuellement de modifier l'humanité. Ce qui est drôle, c'est que les premiers bébés clonés qui naîtront, dans les mois ou les années qui viennent, seront des petits garçons. Tout simplement parce que les deux fous qui ont l'intention d'acheter des biologistes pour faire des clones, c'est d'une part Raël, qui, comme vous le savez, est un paranoïaque et étant l'élite de sa secte, qui elle-même est l'élite de l'humanité. Donc le premier cloné sera une copie de Raël, bien évidemment. On le développera demain, d'ailleurs. On le développera demain. Oui. Et pour ce qui est des gynécologues, le Severino Antinori, par exemple, eh bien, ils veulent appliquer la technique pour permettre à des hommes stériles de faire des bébés, c'est-à-dire que ces hommes seraient... La copie de ces hommes serait portée par leurs femmes, qui porteraient leur mari et leur fils en même temps. C'est charmant. Bon, donc ça pourrait... Mais juste pour finir là-dessus et sur le sexe, en réalité, on pourrait changer l'humanité avec le clonage en faisant une humanité complètement féminine. C'est-à-dire qu'on pourrait se passer des hommes. Regardez le système Dolly. Il y a une mère, elle fait une fille, la fille pourrait continuer, et on pourrait avoir une humanité où il n'y a pas d'hommes. Le contraire n'est pas possible. On ne pourra jamais faire une humanité masculine. Bon, je passe là-dessus. Espèce en danger. Alors, quand on dit ça, c'est pas seulement évoquer des faits, c'est porter aussi un jugement sur les faits. Ça pourrait vouloir dire, si on pousse à l'extrême, que tout ce qui bouge est dangereux. L'espèce va bouger, l'environnement va bouger, c'est dangereux. Alors Yves Coppens, je pense, expliquera qu'on a toujours bougé. L'environnement et l'homme lui-même a toujours été modifié. Ce qui change, c'est le rythme. C'est le rythme, lui, il va nous parler de millions d'années. Et là, on est dans des, je ne sais pas, d'ici 10 ou 20 ans, plein de choses auront changé. Et c'est ça qui est angoissant et qui est peut-être réellement dangereux. Alors là-dessus, je crois qu'il faut séparer
le changement de la nature humaine, de l'homme lui-même, de l'espèce, et le changement de son environnement. Le changement de l'environnement, il a été évoqué déjà. Bon, avec les technologies d'aujourd'hui, on va vraiment à l'aventure, de tout point de vue. Les OGM en sont un exemple parfait, qui s'impose avant d'avoir jamais montré un avantage, et qui est un processus irréversible de modification du vivant. Bon, avec les brevets, toutes ces choses-là, on pourrait dire le nucléaire, qui existe quand même toujours, et pour encore quelques millions d'années, même si on l'arrêtait. On est dans un système tout à fait où on est en équilibre instable. Alors, moi, pour qualifier à la fois le changement de l'homme et le changement de son environnement, j'ai dit qu'on aurait de plus en plus affaire à des hommes probables dans un monde incertain. Bon, le monde incertain, je passe, parce que peut-être d'autres vont en parler. Je vais vous dire un mot seulement de pourquoi des hommes probables. Il y a une volonté très nette de rationaliser l'espèce humaine. Ça fait partie du système libéral. Et ça se voit déjà depuis une vingtaine d'années au niveau de la compétition des gamins à l'école, de ceux qui ne peuvent pas rattraper, qui n'apprennent pas à lire, on les laisse se démerder. Et les autres, on les pousse. Vous savez qu'il y a maintenant des écoles pour l'élite, pour ceux qui ont des QI supérieurs à 130. Bon, ça, c'est presque marginal, mais ça veut dire quelque chose, ça a du sens. En tout cas, on voudrait avoir des individus performants, bien à leur place, éventuellement bien dans leur peau, pas malades, qui soient rentables pour le système, donc un peu comme on a fait avec les vaches, les cochons, les poules, et arriver à élever une espèce humaine qui ait un intérêt pour l'homme. Alors quel intérêt? Je veux juste évoquer, comme il n'y a pas beaucoup de temps, il y a trois façons d'envisager la chose. Il y a une façon qui serait de transformer l'homme délibérément en faisant comme les OGM, comme les plantes transgéniques. C'est-à-dire, on dirait, je ne sais pas, si on veut qu'il soit plus grand, on va lui coller un gène d'hormone de croissance, dans l'œuf, bien sûr, au tout début du développement, et on espère qu'il sera plus grand. Et puis, il y a même déjà des Américains, mon collègue le plus éminent en fécondation in vitro aux États-Unis, qui a déjà dit il y a plus d'1 an, il l'a écrit dans une revue scientifique, quand on aura amélioré l'homme sur ses aspects physiques, ses performances physiques, alors on abordera l'amélioration du quotient intellectuel. Et on supprimera les troubles psychologiques. Par les mêmes façons. Hein. Bon, alors c'est complètement délirant, mais l'idée est là, le fantasme est là, et c'est vrai que la génétique a introduit des façons d'agir, mais pas des façons de maîtrise. On le voit avec les plantes transgéniques, avec les animaux transgéniques, avec les échecs renouvelés de la thérapie génique. Il n'y a rien qui marche dans la génétique, sauf le diagnostic. Diagnostic, ça marche. Alors on va y revenir. Donc transformer l'homme en mettant un gène dedans, d'une part, on ne sait pas faire et ça risque de durer parce que les idées simplistes qui croient que quand on met un gène de quelque chose dans un organisme vivant, il va forcément s'orienter comme ça. En réalité, il y en a très peu qui acceptent le gène. Ils le mettent à un endroit ou un autre du génome et ça ne fait pas pareil. Et on ne sait jamais ce qu'on va avoir. C'est une loterie. Bon, donc on ne maîtrise pas. Et par ailleurs, quel gène on collerait pour améliorer l'espèce humaine? On sait que les vaches, on veut leur faire du lait, les moutons de la viande, les poules des œufs. Qu'est-ce qu'on veut faire de l'homme? Donc vous voyez qu'il y a encore pas mal de débats. Donc moi, je ne crois pas à la modification de l'humain pour, disons, les décennies à venir. La deuxième chose, c'est de choisir les meilleurs parmi les humains, les plus performants, ceux qu'on jugerait de qualité, et puis les multiplier. Ça, c'est le clonage. Alors je crois que ça n'a pas d'avenir non plus. Il n'a pas d'avenir, non pas là pour des... je pense que techniquement, on pourra dépasser ça plus facilement que les modifications génétiques. Donc là, c'est multiplier un individu à l'identique, et ça pourrait être fait par consensus, et éventuellement par référendum. On choisirait les gens qu'on va multiplier. Bon, sur des critères physiques, ça marcherait peut-être, mais je pense que pour le reste, on n'a aucune chance que ça marche. Et en plus, c'est un système qui va tellement à l'encontre de la volonté quand même démocratique qui, heureusement, se développe, au moins dans tous les pays développés, qui devrait aller ailleurs aussi, on espère, qu'il n'y a pas de raison qu'on reconnaisse une élite parmi les hommes et que seulement celle-là pourrait prendre la place de tout le monde. Donc c'est une idée, à mon avis, qui n'a pas d'avenir. Il reste la troisième façon d'améliorer l'homme, c'est de sélectionner. C'est une vieille idée, ça s'est appelé l'eugénisme de tous les temps. On a tué des bébés à la naissance, on a stérilisé des gens, plusieurs centaines de milliers de personnes au début du siècle dernier, avant le nazisme, je parle. Donc de façon scientifique, avec l'aide des médecins, avec des certificats médicaux, disant ces gens-là sont inaptes à être des vrais humains, il faut les stériliser. Il y avait toutes sortes de gens là-dedans, y compris des déviants politiques. Donc on a de tout temps, ça a été une espèce d'obsession dans toutes les cultures humaines. Garder le meilleur et éliminer ce qui n'est pas conforme. On a aujourd'hui des moyens qui ne sont pas encore terribles. On pourrait dire l'avortement, ce n'est pas terrible. L'avortement à partir d'une indication de malformation, pas l'avortement parce que la femme ne veut pas d'enfant. Mais on a quelque chose qui va se développer, qui est le tri des embryons, c'est-à-dire, et je pourrais vous en parler plus longuement, mais là je vais être très court,
que je crois qu'on va, par le biais de la fécondation in vitro, arriver à faire produire à des couples, c'est-à-dire essentiellement à une femme produira des ovules en nombre beaucoup plus important qu'aujourd'hui, et sans même qu'elle vienne à l'hôpital. On lui fera un tout petit prélèvement une fois dans sa vie d'un petit morceau d'ovaire, et c'est in vitro qu'on pourra manager ce bout d'ovaire pour lui donner un rendement bien supérieur à celui qu'il a dans le ventre de la dame. Et on pourra produire en un jour 100 ovules, par exemple, qu'on collera avec les spermatozoïdes du monsieur, fabriquer 80 embryons, parmi lesquels on sélectionnera. Et là, on arrive à une acuité eugénique qu'a jamais connue l'humanité, c'est-à-dire qu'on pourrait choisir un enfant parmi 80, un enfant potentiel, sur des critères génétiques, avec encore un tas de risques de prendre nos désirs pour des réalités et de s'imaginer qu'on maîtrise et que entre une caractéristique génétique et ensuite une caractéristique de l'individu, c'est automatique, c'est jamais comme ça. Il n'empêche que la pente est dans ce sens-là. Et moi, c'est comme ça que je pense que notre espèce va se modifier. Merci Jacques Testard. Gilles Luneau, journaliste, écrivain, et notamment qui travaille avec José Bové. Alors, sommes-nous une espèce en danger? Oui, toi qui enquêtes. Oui, moi j'enquête, donc moi je suis plus dans le questionnement du simple citoyen, hein, j'ai aucune compétence scientifique. Donc déjà à lire les admirables travaux de tous les gens qui sont autour de la table et de bien d'autres, plus les constats, les combats comme ceux de José, il y a plein de choses qui nourrissent l'inquiétude, vous en avez parlé. J'ajouterais l'idée comme ça de mutation rapide, des xénogreffes par exemple dont on parle ces jours derniers avec les porcs clonés en vue de pouvoir greffer des humains. Il y a eu il n'y a pas longtemps un article avec je vais peut-être dire des bêtises en termes exacts, mais les cultures de neurones sur des puces informatiques. Vous avez dû voir ça passer. Voilà, c'est une partie des nanotechnologies. Bon, on s'imagine très bien qu'on puisse, en fait, avec la science, résoudre les problèmes qui se posent aujourd'hui avec un peu plus de science, entre guillemets. Hein, c'est-à-dire sans s'attaquer, sans se poser forcément des questions fondamentales, répondre aux nouveaux problèmes posés par des nouvelles solutions scientifiques qui elles-mêmes vont poser d'autres problèmes, et on trouvera toujours une puce, un neurone à greffer ou un foie de porc. Donc l'espèce en tant que telle, à l'identique, certainement en danger. Maintenant, elle peut évoluer. Moi, je crois que le fond des choses pour moi comme citoyen, c'est tous ces problèmes-là qu'on prend finalement au travers de la figure, au fur et à mesure des livres, des interventions, des fuites même, ça me pose simplement la question du rapport entre la science et société. C'est-à-dire pendant 150 ans ou 200 ans, on a vu la science comme un véritable moteur de nos sociétés occidentales, on peut même dire un moteur de progrès. Ça a été même lié à la démocratie, c'est-à-dire que ça a combattu, alors là on peut remonter à Galilée, l'obscurantisme de l'Église, etc. On a eu une science qui a vraiment accompagner un vrai développement humain. Et aujourd'hui, on est en face d'une partie de la science, parce qu'en plus, entre le questionnement du passé que peut faire M. Coppens et les projections d'avenir dans la génétique, je crois qu'on ne parle pas forcément des mêmes choses. Je crois qu'il va falloir redéfinir et le pouvoir de la science et son pouvoir aujourd'hui de décider à la place de la société. C'est-à-dire qu'à mes yeux, il y a quelque chose qui est pas discutable, qui est la quête du savoir, qui est le questionnement du monde. Ça, je veux dire, c'est la grande valeur de la recherche fondamentale. Par contre, il y a quelque chose qui, pour le moment, est je dirais un peu en déshérence dans nos sociétés. C'est le moment où la société intervient pour dire ce savoir-là, quel est son intérêt, et c'est quand même à la société de décider ce qui doit être, ce qui doit devenir. Voilà, en gros, un peu la démarche que je me propose, y compris de suivre dans mes interventions. Merci Gilles. Boris Cyrulnik, neuropsychiatre, éthologue. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on pourrait être ou pas une espèce en danger? Surtout quand vous entendez tout ça, parce que vous travaillez plus l'homme, l'humain. Alors, je pense que le vivant n'est pas fortement enraciné sur la planète. C'est-à-dire que depuis que le vivant existe, 99,9% des espèces à l'origine ont déjà disparu. Donc on appartient aux 0,1% restants, c'est-à-dire que mathématiquement, on peut déjà en conclure qu'il n'y a plus de vie sur la planète.
ou plutôt que la vie qui reste sur la planète est de moins en moins diversifiée et de plus en plus abondante. C'est-à-dire que c'est des masses de vie et de moins en moins de diversification. Donc ce problème biologique, finalement, correspond peut-être aussi à un problème technique et culturel. Je fais partie d'un club de goélands à Porquerolles, où je suis goéland honoraire. Le prix d'entrée, c'est une tranche de jambon, généralement en septembre. Si ça vous intéresse, il y a des places à prendre. Et c'est très intéressant parce qu'on voit que la moindre variation technologique humaine modifie les comportements et la démographie des goélands. Et on ne le sait pas. Enfin, on le sait si on le cherche. Mais on croit, par exemple, au début du siècle, il restait quelques colonies de goélands près de Marseille et ils avaient disparu partout ailleurs. Et puis l'urbanisme s'est développé sur la Côte d'Azur et les goélands ont eu de quoi se nourrir, donc ils sont devenus pléthoriques. Et puis le roi du Var, qui pendant un moment s'est appelé Maurice Arex, a fait des usines d'incinération. Donc les champs d'ordures ont brûlé et en quelques années, on a vu disparaître 90% des goélands. Et les 10% de goélands restants ont changé de comportement. C'est-à-dire qu'ils ont réappris à chasser, alors qu'avant, il suffisait de faire le marché. Il suffisait de parader sur les champs d'ordures et d'aller faire le marché. C'est-à-dire que Maurice Arex, dans sa grande intelligence, a fait provoquer une révolution culturelle chez les goélands. On ne serait pas assez préoccupé de ça. Donc ce que je veux dire, c'est que on a l'impression qu'il faudrait un astéroïde pour changer la condition humaine, comme les astéroïdes, paraît-il, on l'a expliqué, ont changé la condition du vivant, je crois, il y a 65 millions d'années. Mais en fait, peut-être une catastrophe, un astéroïde, effectivement, pourrait changer la condition humaine, mais si cet astéroïde avait raté la planète, actuellement, c'est probablement les dinosaures qui seraient au micro, et nous, on serait à l'état de singes écureuils. C'est-à-dire qu'on peut imaginer des scénarios comme ça. Ça veut dire que c'est pas forcément. Il peut y avoir une catastrophe qui provoque un changement de conditions d'existence du monde vivant, homme, animal, plantes, etc. Mais parfois, il peut y avoir une toute petite modification technologique qui peut provoquer de grandes catastrophes. Et on peut les voir ou on peut très bien aussi ne pas les voir. Ce qui veut dire que on ne sait pas très bien. Alors ça a été déjà dit, on ne maîtrise pas ce qu'on fait. On maîtrise dans l'immédiat et ça a des conséquences difficiles à prévoir. En 1600, sur Terre, il y avait un demi-milliard d'êtres humains sur Terre. En l'an 2000, il y a 6 milliards. Et en l'an 2050, on prévoit 10 milliards. Ce qui veut dire que la misère va augmenter, ce qui veut dire que la technologie va continuer ses performances réellement extraordinaires. Parce que sur le plan intellectuel, les performances technologiques sont stupéfiante. Ce qu'on arrive à faire, c'est tout à fait intéressant. On peut prévoir aussi que la diversité biologique va continuer à diminuer. Et sur le plan humain, on ne sait pas ce que ça va donner. Les deux grands moteurs de bouleversement de la condition humaine sont probablement le sexe, on en a parlé, et l'intelligence. Si vous permettez, le sexe, c'est le levier de la condition humaine. Mais le quotient intellectuel, l'intelligence aussi. C'est-à-dire que, c'est vrai, le sexe, avec une phrase prononcée il y a 100 000 ans, tu es belle, tu sais, aujourd'hui, ça fait 6 milliards d'êtres humains sur Terre. C'est-à-dire que c'est sûrement les mots qui ont provoqué cette hyperfécondité. Donc, merci, Lucie. Merci, Lucie. Donc, ça veut dire que l'intelligence, même si effectivement elle fait des prouesses extraordinaires, provoque des modifications qu'on ne peut pas maîtriser. Donc finalement, sur le plan technologique, une modification, une réelle invention technologique minuscule, le passage du soc en bois au soc en fer, c'est au XIe siècle, c'est une véritable découverte. Ça modifie complètement la condition humaine. Parce qu'avec le soc en bois, seuls les gros hommes ont une valeur sociale. Parce qu'il faut peser sur le soc pour le faire entrer dans la terre. Dès l'instant où le soc en fer est inventé, la famine disparaît, l'espérance de vie augmente, la condition, les hommes n'ont plus besoin d'être lourds pour peser sur le soc, la représentation de ce qu'on est en tant qu'être humain change complètement. Et on peut continuer, il n'y a pas la pilule, ce qu'on appelle la pilule, c'est-à-dire que le blocage de l'ovulation chez les lapines a complètement modifié la condition humaine. C'est-à-dire que c'est les lapines qui mériteraient le prix Nobel si on était des êtres logiques. C'est-à-dire que
Et pourtant, je crois que sur le plan technologique, c'est faisable, c'est pas une grande prouesse technique, mais ça a complètement modifié la condition humaine. Ce qui veut dire que on a parlé d'optimisme et on a parlé, je crois qu'il faut être optimiste. Il n'y a pas un seul progrès sans effet secondaire. Quand j'étais gamin, on disait aujourd'hui il y a encore de l'injustice sociale, mais grâce aux droits de l'homme, on va régler tout ça. Quand j'étais gamin, on disait il y a encore des maladies, mais grâce aux progrès biologiques et médicaux, on va régler tout ça. On voit aujourd'hui qu'il y a tellement d'effets secondaires qu'on ne sait pas si c'est une bonne affaire. Donc je crois qu'on peut être optimiste parce que quand les dinosaures ont disparu, ça a été l'expansion des mammifères. Donc je pense que quand l'homme disparaîtra, les insectes seront très heureux. Alors Yves Coppens, vous qui en avez vu des espèces disparaître, non, je veux dire, dans vos travaux. Qui en avez vu? Dans vos travaux. Qui en avez vu de quoi? Des espèces disparaître. Oui. Vous n'avez pas l'impression que là on s'enferme? Non. Comme finissez. Oui, comme des insectes comme ça dans un bocal, alors que si on prenait un peu plus de distance, peut-être qu'on pourrait avoir moins peur. Oui, moi j'ai pas peur, je n'ai pas peur, hein. Mais ça c'est autre chose. Hein. C'est peut-être parce que je suis inconscient, mais c'est sans doute parce que le sexe et l'esprit m'habitent. Non, j'abuse. C'est pas enregistré? Si, c'est même en direct. Mon Dieu. Alors je voulais vous parler du dernier jury. Non, pas du tout. Non. Voilà une très belle sélection, vous voyez, qui s'est faite. C'est le monde à l'ovaire. Non, c'est pas ça que je voulais dire non plus. Non, je suis contraint, moi, de remonter en amont, hein, parce que j'écoute toutes ces informations très, très intéressantes, bien sûr, et je les écoute sérieusement, naturellement. Je suis obligé de remonter en amont, tout simplement pour dire des choses banales, enfin, pour poursuivre un petit peu le topo de tout à l'heure. Moi, j'ai travaillé tout à l'heure, hein, je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est que je voulais dire une énième fois, hein, c'est toujours la même chose. Mais c'est important, c'est que ma grand-mère maternelle, qui était bretonne, qui était gentille, qui était enracinée dans une certaine tradition, m'avait dit un jour, je lis un petit peu ce que tu écris, mais pas tout. J'écoute un petit peu ce que tu dis, mais pas tout. Mais quand même, j'en ai entendu assez, j'en ai lu assez pour te dire que si toi, mon petit-fils, tu descends du singe, moi, sûrement pas. Non. Donc, avec ça dans les gencives, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Alors, je me suis dit, c'est quand même moi à régler le problème. Et en effet, c'est aux préhistoriens de regarder un petit peu ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand on regarde à l'autre bout de l'histoire, qu'est-ce qu'on voit? On voit des plantes, on voit des animaux, des petits animaux de rien du tout, qui sont quand même assez instinctifs. Même si, de plus en plus, on pense qu'il y a un petit peu d'actes délibérés dans leur comportement. Et puis, à l'autre bout de l'histoire, nous, là, on a quand même un petit peu de libre arbitre. Autrement, on ne s'exprimerait pas si joliment pendant 7 à 8 minutes. Donc, entre les deux, il s'est passé quelque chose. Et on voit en effet cet homme dont je vous ai déjà parlé, fabriquer des outils, de plus en plus d'outils, de plus en plus de diversité d'outils. Et au fur et à mesure, je ne vais pas vous faire la démonstration, mais je pourrais, au fur et à mesure, sur le terrain, on voit sa nature, son anatomie même, sa morphologie même, réduire sa vitesse d'évolution, incontestablement diminuer sa vitesse d'évolution, tandis que accélère ces cultures, la diversité de ces assemblages culturels, le remplacement de ces créations. Autrement dit, la culture petit à petit, d'abord de manière sournoise, et puis ensuite de plus en plus rapide, passe par-delà la nature et s'envole en réduisant, bien sûr, l'évolution naturelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que petit à petit,
grâce à la connaissance, la technologie qui est notre seul point d'appui, c'est la connaissance. Grâce à la connaissance, on voit se développer chez l'homme ce libre arbitre dont je parlais, que j'aurais bien voulu expliquer à ma grand-mère, mais elle a attendu, elle est morte à 99 ans, mais je n'ai pas réussi à la convaincre. Hein. Donc on voit se développer cette liberté, mais il se trouve que cet être pensant, cette matière pensante dont on parlait tout à l'heure, est étrangement caractérisée par un paradoxe qui est liberté et responsabilité. Or, liberté, tout le monde a bien compris, responsabilité, on sait très bien faire quand on n'a pas envie de comprendre. Et c'est ce dont il était question ici autour de cette table, c'est-à-dire que bien des choses extraordinaires, comme il a été dit aussi, sont faites, sont en train de se faire, sont à faire, et ces développements scientifiques sont fantastiques, mais il a été dit aussi qu'il faut faire attention aux applications de la science, et cette vigilance, c'est précisément la responsabilité dont je parlais. Autrement dit, la nature inerte, elle a fait ce qu'elle a voulu tout à fait tranquillement, elle est devenue vivante, elle a fait ce qu'elle a voulu tout à fait tranquillement, et puis elle est devenue pensante, et en même temps, elle est merveilleusement libre, et en même temps, cette liberté est réduite, est coincée, est retenue par cette liberté. Elle a des barrières de responsabilité. C'est assez étrange quand même, et c'est pour ça qu'on est réunis finalement, c'est pour mesurer cette responsabilité, et je suis bien sûr très sérieusement, très sensible, malgré toutes ces méchantes astuces, à tout ce qui a été dit et aux exemples qui sont cités. Je dis toujours que je suis optimiste, mais j'ai compris, je fais attention à mon voisin parce qu'il a dit que ceux qui sont optimistes ne voyaient rien. Alors j'ai un petit peu de cataracte à l'œil droit, c'est vrai, et c'est de mon âge. Hein. Je vais vous raconter une histoire. Tiens. Il y a à Vincennes, il y a à Vincennes un petit lémurien qui est comme moi. Ah, c'est très intéressant. D'ailleurs, c'est typique de l'homme, ça. L'homme est un être domestiqué, auto-domestiqué. Et du même coup, il est assisté par lui-même. Et c'est pour ça qu'il vit, par exemple, jusqu'à mon âge. Autrement, il aurait disparu depuis longtemps. Et le petit lémurien de Vincennes, que je vais voir souvent, parce qu'on se connaît bien, le petit lémurien de Vincennes, il a dépassé l'âge qu'il aurait dû avoir dans la forêt. Pourquoi ? Parce que Jean-Jacques Péter va lui porter à manger tous les jours. Donc il est assisté. Alors qu'est-ce qui lui arrive ? Ce qui m'arrive, c'est ce qui va de soi. C'est en ce sens qu'on est devenus amis. Il a des poils blancs, c'est quand même extraordinaire. On n'a jamais vu ça à Madagascar. Il a de la cataracte, c'est étonnant, hein ? Et il a de l'arthrose, ça va de soi. Voilà. Ben voilà ce que sont les hommes assistés. Et j'espère bien qu'on pourra pousser la survie, la vie tout court de l'homme grâce aux gènes de mes voisins. Et que malgré tout ça qui se répare, c'est ce que je lui ai expliqué au petit lémurien, l'avenir est superbe, quoi. L'avenir est superbe. Bon, j'imagine que vous n'êtes pas tous forcément d'accord avec chacun de ceux qui ont parlé. Mais en revanche, vous avez vu à peu près les positions. Ça va du pessimiste pas désespéré à l'optimiste qui voit pas clair, en passant par le risque technologique. On n'a pas parlé de l'impondérable, parce que ça j'y tiens. Maurice Jérôme faisait remarquer que ça fichait la trouille. L'histoire de ce météorite là, qui, il y a 10 jours, est passé tout près de la Terre, mais qui faisait 300 mètres de diamètre, et que précisément on n'a pas pu détecter, mais qu'on saurait détecter, et notamment, alors pour prendre la France, parce que ça, je sais un peu, c'est vrai qu'en janvier 2000, on a arrêté de donner des crédits aux télescopes capables de les détecter très loin, ces petits cailloux. Alors c'est sûr que si on ne les voit pas venir, enfin si on peut les détecter 10 jours avant, en 10 jours, vous ne déplacez pas une caillasse de 300 mètres de diamètre. Parce que là, il y a tous les ingrédients. Nous savons technologiquement prévoir et peut-être agir, mais c'est un choix technocratique de dire je ne mets plus de budget sur la détection des météores. Et en même temps, il y a ce côté, ça vient du fond du ciel,
Et on ne peut pas trop prévoir que ça arrive. Il y a aussi ce côté impondérable quand même, non? Oui, juste un mot, hein, je ne veux pas retenir la parole comme ça plus longtemps, mais juste un mot à propos de ça. Il est évident que la culture dont je parlais, cette culture qui a donné, incontestablement, cette connaissance qui a donné sa liberté à l'homme, elle est limitée en ce sens que l'homme ne peut ne pas avoir de parade adéquate à des événements de ce genre, à des événements cosmiques ou à des événements biologiques. On a des problèmes avec le sida, mais le sida, si j'ose dire, c'est intime, et toute la Terre n'est pas encore atteinte, et on est en train d'avancer dans des solutions. Mais imaginez que ce soit par voie respiratoire qu'on ait, enfin il y a eu quelques exemples récents, que ce soit par la voie respiratoire que l'on soit contaminé. Avant de trouver une parade, je pense qu'il y aurait une belle partie de l'humanité par terre, et puis peut-être qu'une autre partie arriverait à s'en sortir, ou pas. Mais là aussi, je ne suis pas sûr que ce seraient les insectes qui prendraient la suite, mais pourquoi pas, ça peut aussi arriver. Et contre un météorite ou autre chose, comme vous dites, c'est amusant de prendre conscience que pour le moment, on peut le voir venir et l'annoncer, quoi. Voilà. Les meilleurs journaux pourront dire, ça y est, il arrive. Il vaut mieux se tenir un peu à l'écart parce qu'il a des chances de tomber ici ou là. Mais pour le moment, on n'a pas tellement les moyens de le prévenir, sinon de prendre de belles images. Donc sommes-nous une espèce en danger? On peut rentrer, ça y est, réponse oui, quoi. Oui, mais pas plus qu'une autre à cet égard. Finalement, c'est pas ce qui nous intéresse, hein, parce que ça, pour le moment, comme on n'a pas la possibilité de remède efficace, on est bien obligé d'y penser, mais de voir venir, de laisser venir. Alors, si on peut baisser un tout petit peu la lumière, qu'on voit les multiples doigts se lever pour poser des questions à qui veut. Alors, voilà. Alors, apportez les micros, là. Où sont les micros? Où sont les micros? Oui, Rémi, j'ai vu. Ben oui, ben si, il y a des micros. Allez. Donc il y a des doigts levés là, oui. Au milieu, sur le devant là, oui. Au fond, j'arrive aussi là-bas. Aussi au fond. Alors allez-y, madame. Oui, je suis contente de prendre la parole juste après ces messieurs, puisque je suis une femme. Enfin une bonne nouvelle. Voilà, et ma question, elle sera posée donc à tous les scientifiques qui sont en face de moi. Peut-être un petit peu en décalage aussi, parce que la question c'est bien, est-ce que nous sommes en danger? Est-ce que j'ai compris, moi, la question comme est-ce que l'homme va disparaître? Et puis on parle donc de disparition, de mutation génétique, d'OGM, de clones, de veaux, de vaches, de cochons, de nourriture, de goélands. On parle du réel aussi, et puis eh bien, tout à coup me vient l'idée du symbolique, bien sûr. Je voulais poser la question, et la spiritualité dans tout ça, messieurs, où est-elle? Où en sommes-nous? Est-ce que le Créateur est là? Est-ce que nous ne sommes que les créatures maintenant? Ou alors est-ce que de créatures, nous devenons nous-mêmes des créateurs? En tout cas, j'aimerais savoir, vous poser la question à tous. Le siècle dernier était celui, bien sûr, on l'a annoncé, un siècle chimique. Ce siècle-là s'annonce comme un siècle génétique. Mais est-ce que ce ne serait pas aussi important de compter avec un siècle de la spiritualité, en tout cas de reconnaître d'où nous venons, peut-être, hein, puisque monsieur tout à l'heure a parlé, ça vient du fond du ciel. Il a été dit ce mot-là tout à l'heure, cette phrase-là. Alors je voudrais poser vraiment la question à tous. Est-ce qu'on ne peut pas repenser aussi la science du point de vue de notre grande présence sur Terre, qui est aussi spirituelle? Voilà, merci.
Alors, Boris, Jacques, Jean-Marie. Ah bah dis donc, 3 réponses pour une question. Non, à eux 2. Alors, Paul Valéry savait qu'un jour vous poseriez cette question. Alors il a dit « 2 grands dangers menacent l'homme. Le premier, c'est le désordre, et le deuxième, c'est l'ordre. » Le premier, c'est le désordre, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de structure, il y a le chaos, le monde est confus. Si on perçoit tout du monde, on ne peut pas s'y comporter, on ne peut pas s'y adapter, on ne peut pas régler les problèmes, puisqu'il y a trop d'informations. Donc le désordre, c'est l'absence d'organisation de la vie, c'est le premier danger. Et le deuxième danger, c'est l'ordre, parce que l'ordre règne parfaitement bien dans les cimetières. C'est là où rien n'évolue, où les choses s'usent très lentement. Alors il reste de temps en temps des archives osseuses ou des cailloux colorés pour le grand bonheur d'Yves Coppens, mais ça veut dire que si on est vivant, on est en danger. Et je crois même que si on est vivant, on est en danger de mort. Et que c'est pour ça que ça nous contraint, d'une part, à trouver des problèmes, ça nous oblige à travailler notre intelligence, et ça nous contraint, peut-être à ce que vous avez appelé la spiritualité, en tout cas, ça nous contraint à la lutte contre l'angoisse de la représentation de la mort. Parce que la première fois que quelqu'un, alors je crois que c'est M. Néandertal et Madame qui ont fait les premières sépultures, mais il n'était pas, je crois que c'était il y a 100 000 ans, c'est ça à peu près? Oui. Alors, il y a 100 000 ans, M. et Madame Néandertal, et puis qu'on comprenne que non seulement leur copain est mort, ils voient le mort, mais ils commencent aussi à se représenter la mort. Et pour supporter cette angoisse de la représentation du vide, du rien, de l'absolu, du définitif, ils sont contraints à mettre à la place de ce vide une représentation, alors on peut dire artistique, on peut dire spirituelle, on peut dire une création pour remplir le vide et lutter contre l'angoisse de la représentation de la mort. Et à ce moment-là, démarre l'aventure de la condition humaine. C'est-à-dire que dès l'instant où on est contraint à lutter contre cette angoisse, on métamorphose les choses et on les transforme en objets qui veulent dire. Si on pose le corps, les genoux vers l'Orient, c'est un homme, les genoux vers l'Occident, c'est une femme, je ne sais pas, j'invente. Hein. Si on bijoute un corps, si on met des cailloux colorés autour, les cailloux cessent d'être des cailloux pour devenir des objets qui veulent dire « ceci est une sépulture ». Donc, à ce moment-là, on transforme la condition matérielle, la condition des choses, pour entrer dans le monde des symboles et peut-être de ce que vous appelez la spiritualité. Donc oui, bien sûr, on est en danger, et c'est la lutte contre le danger qui nous oblige à créer ces merveilles auxquelles on peut tous participer. Jean-Marie ? Bien, moi j'ai trouvé que c'était une question très directe, qui appelle des réponses qui soient directes aussi. José Bové a dit tout à l'heure de moi que je n'étais pas un vrai scientifique, en tout cas que je n'étais pas perçu comme tel. Il a tout à fait raison. Mais ce n'est pas parce que je n'ai pas bricolé de la science comme tout le monde. J'ai fait la même carrière que tous. J'ai géré les carrières d'innombrables scientifiques. J'étais perçu comme un vrai scientifique. Mais je suis un scientifique croyant. Alors ça, dans la profession, c'est mortel. Je conseille toujours aux jeunes 2 choses. Si d'aventure vous êtes croyant, ne le dites jamais. Et si vous faites de la recherche dans n'importe quel domaine, mettez comme titre génie génétique. Si vous mettez génie génétique comme titre de votre projet de recherche et qu'en dessous vous allez expliquer que vous allez observer les orchidées en Australie, peut-être que vous aurez des crédits. Si vous dites je vais aller observer des orchidées en Australie pour voir comment elles se représentent et comment elles se reproduisent, vous n'aurez évidemment pas de crédit. Alors c'est une vraie question. C'est que dans notre pays, et dans d'autres pays beaucoup moins, mais dans notre pays, il est extrêmement difficile d'être scientifique et d'être croyant, à moins qu'on ait plus de 95 ans. Alors, c'est parfaitement autorisé pour M. le Prince Ringuet, ou pour Théodore Monod, ou pour Jean Guiton, mais ils sont tous morts. Mais ils étaient dans les tranches d'âge où la chose est autorisée. Dans les tranches d'âge plus jeunes, un jeunot comme moi... c'est d'une audace inouïe. C'est d'une audace inouïe. Mais c'est une bonne question et je suis très frappé de ce qu'on pourrait appeler un frémissement, comme on le dit dans les sondages, concernant cette question depuis le 11 septembre dernier. J'ai assisté à quelque chose d'inouï.
Mais c'était en Belgique, il faut dire. J'étais dans ma chambre d'hôtel, et j'ai vu une émission tardive de la radio belge où quelqu'un qui est dans la pensée moyenne de la France, c'est-à-dire non-croyant, en tout cas il faut qu'il le dise, sinon il est mal vu, a tenu des propos extraordinaires sur la foi, sur le côté extrêmement ouvert du catholicisme romain, ce que je trouvais absolument inouï, et c'était le patron du Nouvel Observateur. Luno, tu le connais bien. Alors j'étais stupéfait, je me suis dit, tiens, il y a des choses qui changent lorsqu'on regarde la France vue de la Belgique. Peut-être que ça changera de la France vue de la France, et je pense que c'est un débat qui devra s'ouvrir. C'est-à-dire les relations entre la foi et la science, qui, en ce qui me concerne, ne se sont jamais gênés le moins du monde, bien que sur le plan scientifique, j'ai beaucoup évolué par rapport à mes jeunes années, et que je ne crois plus à tous les dogmes comme j'y croyais autrefois. Et sur le plan de la foi, j'ai acquis plutôt une expérience, c'est-à-dire une approche expérimentale qu'une approche dogmatique. Mais je crois que c'est une très bonne question à l'aube de ce siècle et qu'on n'échappera pas à cette question. Parce qu'en face de nous, il faut être clair, en face de nous, il y a le monde musulman où le problème de la foi ne se pose pas du tout. Lorsque j'étais en Afghanistan, j'y ai été à plusieurs reprises, j'y ai fait toute ma carrière scientifique, et je l'ai fait très rapidement parce que j'allais des endroits totalement tordus, comme l'a dit tout à l'heure Yves Coppens, où on risque de se faire la peau par des gens qui vous tirent dessus. Ça accélère les carrières scientifiques beaucoup, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui y va, donc vous êtes tranquille et vous apportez des résultats forcément inédits. Et je faisais des cours, à la faculté de pharmacie, il y avait des garçons et des filles. Les filles n'étaient pas voilées, c'était en 64, 67, 69. On discutait entre les cours. C'était un peu différent de chez nous parce que le cours n'avait pas d'horaire. C'était une notion qui est occidentale. Là-bas, le cours n'a un horaire que pour le début, mais pas d'horaire pour la fin. Quand les étudiants en ont marre, ils crient tous Tafri, et là, vous vous arrêtez parce qu'ils partent, ils sortent et ils s'en vont, ils en ont marre. Je trouve ça très bien et très intéressant. Donc les cours sont d'inégale longueur selon les professeurs, évidemment, vous vous en doutez bien. Alors quand on est dehors, on discute. Et je posais des questions par l'intermédiaire de mon traducteur qui est devenu entre-temps mon successeur à la poste de botanique à l'université de Metz, puisqu'il est réfugié afghan et maintenant français naturalisé. Et alors, je lui ai posé cette extraordinaire question. J'ai dit, demande-leur s'ils sont croyants, s'ils ont la foi. Alors, il n'a pas posé la question. Mais j'ai dit, pose-leur la question. Oh, il m'a dit, elle est complètement idiote, ta question. Ne pas poser de question pareille. Elle est ridicule. J'ai dit, comment ça, elle est ridicule? Elle est très intéressante. Moi, j'ai besoin de savoir comment ça se passe dans ce pays. Mais il dit, c'est comme si tu leur posais la question, est-ce que vous croyez à Kaboul? Ils diront tous oui, naturellement. Qui veux-tu qui te réponde non? Et alors, chez nous, c'est qui veux-tu qui te réponde oui? C'est quand même extraordinaire, ça. Et alors, je termine en prenant au passage une interview qu'a donnée dans la première page du Monde Claude Allègre sur son livre « Dieu et la science ». Et on lui a posé la question fatale « Êtes-vous croyant ?» Eh bien, elle n'a pas dit non, parce qu'il aurait été comme tout le monde. Il a dit « Naturellement non », ce qui est beaucoup plus subtil. Alors moi, je dis naturellement oui. Jean-Yves, je voudrais intervenir. J'ai Luno. Sur cette question, je voudrais juste rebondir un tout petit peu. Je n'irai pas chercher l'ami Jean-Marie sur l'Afghanistan, que je connais un peu aussi, mais c'est vrai que c'était une jolie provocation de demander à des Afghans s'il y avait des croyants, surtout à l'époque quand même. Mais la question que vous posez, madame, là, c'est... Moi, ça fait référence au choix, en fait, et au choix qu'on n'a plus forcément avec la science, ou au moins une partie des sciences que moi je considère comme aujourd'hui complètement alliées à divers pouvoirs. C'est-à-dire que la spiritualité, d'abord, je me démarquerai aussi l'intervention de Jean-Marie. Moi, je pense que j'ai une spiritualité. Je suis totalement incroyant, agnostique, je veux dire. Mais par contre, j'ai une explication, j'ai une représentation, moi aussi, de ma place dans l'univers, de comment
de mes valeurs, de ce que j'ai envie de transmettre, de comment, à la limite, je veux choisir de mourir ou pas. Je pense que ça construit des spiritualités, que ça, c'est une liberté qu'on n'a plus forcément aujourd'hui avec ce qui se développe de soumission à la science. Je m'explique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a sur un tas de sujets, ça va de l'organisation du travail au génie génétique, des experts liés au lobby économique ou politique qui vous disent c'est ça et pas autrement parce que c'est comme ça. C'est comme ça et on est le dernier des crétins si on ne se soumet pas à ça. Et ce type de pouvoir, on creusera peut-être un peu plus, qui est qu'une des facettes, je dirais, des dérives scientifiques, au moins d'un instant que la recherche est simplement dominée par l'amont ou l'aval économique, ça prive de la liberté de choix. C'est un vrai problème de liberté. Et à ce moment-là, on peut aussi se poser la question, si on n'a pas cet espace de liberté, on n'a plus non plus la liberté de sa spiritualité. Voilà. Je peux intervenir ? Madame, bravo pour votre question, parce que Yves Coppens. Oui, je voudrais dire quelque chose aussi à ce sujet. Moi, je suis toujours en amont, forcément. Hein, c'est la seule chose que je puisse faire. Je vais commencer par une petite histoire épouvantable. Mais vous allez comprendre pourquoi je vous raconte la même chose. J'habite Paris. À Paris, il y a des concierges. Il y a encore des concierges. Et il y en a une dans mon immeuble. Et il y a peu de temps, je l'ai rencontrée j'allais dire aux poubelles. Ça arrive aussi. Mais là, c'était aux boîtes aux lettres. Alors, elle me dit, tiens, vous passiez à la télévision hier soir. Alors, je gonfle la poitrine, ravi. On est encore sensible, hein, la vanité. Je dis oui, et alors, ça vous a plu ? Et elle me dit, oh, je ne vous ai pas regardé, vous dites toujours la même chose. Bon, alors ne soyez pas surpris, je vais vous dire la même chose. Donc, lorsque... Ah ouais, il y a pas de quoi rire, dites donc, attention. Ça n'empêche que vous partez avec une forte dose d'humilité pour la journée. Hein. Je n'ai pas insisté. Depuis, je ne lui demande plus rien, bien sûr. Alors, oui, je voulais dire que lorsque l'homme apparaît, l'homme conscient apparaît, avec sa conscience, liée à sa conscience, pour répondre à cette dame, il y a incontestablement la facette spirituelle. Tout de suite, c'est inhérent à la conscience. Donc c'est inhérent à chacun de nos existences, à chacun d'entre nous. Et ça s'appelle de manière laïque l'angoisse existentielle. Et cette angoisse existentielle peut se traduire par qu'est-ce que je fais là ? D'où est-ce que je viens ? Où je vais ? Et tous les hommes de la Terre, toutes les populations de la Terre, toutes les cultures de la Terre, on se sont efforcés de répondre à cela pour apaiser au moins cette angoisse qui, encore une fois, fait partie de la conscience qui fait partie de nous-mêmes. Donc c'est une question normale, c'est lié à notre forme de pensée, c'est lié à notre forme de matière pensante. Je suis allé, moi aussi en Belgique, j'y vais souvent, Jean-Marie. Et j'ai été invité à Namur à une émission de télévision, et vous allez voir, j'espère qu'il y a des Belges dans la salle. En tout cas, ça m'a fait tout à fait penser au départ, comme ça, à une histoire belge. Et l'émission, ça je vous l'assure, ceux qui suivent la télé à Namur le savent, s'appelait Nom de Dieu. À Liège, oui, tu as raison. À Liège, Nom de Dieu. Et la première question très astucieuse qui m'a été posée, c'est comment vous écrivez Nom de Dieu ? Et j'ai écrit Nom de Dieu avec des majuscules partout et avec des pluriels partout, parce que depuis les premiers hommes, il y en a eu 100 milliards. Moi, je crois beaucoup en l'humanité, vous l'avez déjà un peu compris. Je crois beaucoup en l'homme, vous l'avez aussi compris. Et donc, je n'ai pas de raison de ne pas respecter tous les dieux que tous les hommes, depuis 3 millions d'années, ont fabriqués pour apaiser leur angoisse existentielle. Quand je dis fabriquer, ce n'est pas un mauvais jugement. Ont fabriqué ou se sont révélés, ou je ne sais quoi, enfin quelque chose de ce genre. Donc j'écris moi
nom de Dieu, avec un N majuscule, avec un D majuscule, avec un S à nom et avec un X à Dieu. Vous voyez, j'ai pas fait de faute, Merci. Et Jacques Testard a participé à la même émission. Oui. Et Jean-Marie Pelt, vous êtes abonné, c'est ça? C'est la plus belle émission télé qu'on puisse faire. Ah oui. C'est extraordinaire. Et il n'y a rien. Il y a une table, il y a un type qui est là et qui s'arrange pour qu'on parle. Il n'y a rien, il n'y a pas de décor. Bon. Alors pour revenir à la question de la spiritualité, moi je ne suis pas naturellement croyant, je suis artificiellement athée. Ça veut dire que l'invraisemblable de la présence divine m'a amené à être complètement athée. Je voudrais dire quand même que, comme Jean-Marie Pelt, je fais partie de la dernière génération des biologistes qui sont arrivés à ça, à s'intéresser à ça plutôt qu'à la physique ou à autre chose, par amour de la nature, par naturalisme, comme on disait avant. Ça fait désuet aussi. Et que c'est beaucoup plus extraordinaire quand on est athée. Parce que le coup de l'orchidée en Australie ou n'importe quoi, moi je suis bien plus émerveillé, je crois, qu'un croyant, quand je regarde comment se débrouillent des fourmis, quand je regarde une fleur, parce que la quantité de hasards successifs qu'il a fallu pour composer quelque chose d'harmonieux qui fonctionne et qui est plein de mystères, malgré tous les progrès de la science, je ne peux pas l'expliquer par Dieu. Donc je suis obligé de mettre que des points d'interrogation. Et je vous assure que c'est encore beaucoup plus merveilleux que quand on a une explication facile. Il y a une question là, oui. Allô, bonsoir. Monsieur Lumont nous a dit tout à l'heure que la liberté, c'est le choix. Et le choix, je crois que c'est la connaissance. Nous avons en Suisse un proverbe qui dit « Quand on ne veut pas savoir, on ne cherche pas. Quand on ne cherche pas, on ne trouve pas. Quand on ne trouve pas, on ne sait pas. » Et j'enchaînerai sur les affirmations de M. Jean-Marie Pelt de tout à l'heure sur la dégradation de la spermatogénèse et de la fécondité masculine. Quand nous mettons des rats devant un écran d'ordinateur en période néonatale, quand ils arrivent à la puberté, ils sont stériles, impuissants, et ils ont des comportements d'homosexuels. D'après les physiologistes qui ont fait ces expériences, il semblerait qu'il y ait une inversion de polarité dans l'hypothalamus qui engendre une inversion des sécrétions hormonales, qui engendre une inversion du comportement. J'ai demandé à plusieurs laboratoires officiels de reproduire ces expériences et cela a systématiquement été refusé. Quand on ne veut pas savoir, on ne cherche pas. Quand on ne cherche pas, on ne trouve pas. Et quand on ne trouve pas, on ne sait pas. Eh bien, aujourd'hui, nous avons la certitude que les radiations émises par les écrans cathodiques ont des effets nocifs au niveau biologique, mais aucun laboratoire officiel, que ce soit en Belgique, en France, en Italie ou en Suisse, n'a voulu reproduire nos protocoles expérimentaux. J'en tiens les protocoles et les résultats à votre disposition. C'est un sujet qu'on abordera avec Jean-Pierre Lantin vendredi 25 janvier, donc 15h30. Rendez le micro parce que j'aimerais bien qu'une thèse puisse aller dans le bar aussi, permettre à nos amis qui sont à côté et qui suivent sur l'écran de poser les questions qu'ils souhaitent. En attendant, il y en a une, oui. C'est une question à M. Beauvais au sujet de ce qu'il a fait au McDonald's de Millau. C'est pas très grave, mais ça peut aller porter des réflexions assez loin. Par exemple, au lieu de massacrer un McDonald's, à mon avis, presque à juste raison, avant d'arriver là, on peut discuter. Il vaudrait mieux faire des chaînes comme McDonald's, mais avec des aliments français, écologiques et biologiques. Et je pense que tout le monde se porterait mieux, notamment au fond de nos campagnes, où ils sont tous crevés, ce que vous avez dit tout à l'heure. En produisant pur
et de la bonne chose dans la Haute-Loire, en Corrèze, partout, dans les régions de France. C'est tout. Merci, monsieur. Faites passer le micro parce que c'est un peu compliqué d'aller jusqu'en haut, oui. José? C'est faisable des McDo bio? Non, je pense que la logique, si on a démonté et non pas saccagé ce pauvre McDonald's, c'est qu'il a eu d'abord la mauvaise idée de se construire au moment où l'Europe était victime des importations de bœuf aux hormones en provenance des États-Unis et que donc ils ont trouvé le mauvais moment de construire ça juste à l'endroit où des producteurs étaient en train d'être pris en otage par l'Organisation mondiale du commerce. Donc évidemment, on a réagi. Si on a réagi, c'est parce qu'effectivement c'était un symbole, vous l'avez très clairement dit, d'une alimentation acculturée, d'une standardisation, d'une agriculture industrielle, puisqu'on oublie un peu trop souvent d'une forme d'organisation du travail où l'homme et la femme sont complètement niés en tant qu'individus et uniquement remplacés en tant que numéros, travaillant à la chaîne sans aucun droit et surtout pas des droits syndicaux. Donc c'est pour toutes ces raisons qu'effectivement cette action a eu lieu. Alors face à ça c'était une action syndicale de dénonciation d'une logique que je vous ai expliquée rapidement tout à l'heure. Est-ce que face à ça, il y a une réponse identique en termes de marché? C'est-à-dire que est-ce qu'à la démarche marketing d'une multinationale, il faut reproduire la même chose? Je pense absolument non, parce que je pense que c'est surtout pas de cette manière-là qu'il faut réagir. Si d'abord il faut réagir en se posant la question, comment se fait-il que des gens soient amenés à aller manger dans des endroits aussi dégueulasses, et pourquoi est-ce que la bouffe dite de qualité est aussi chère et que des gens qui aujourd'hui n'ont pas de revenus, sont RMI ou sont sans droits sociaux, hésitent à rentrer dans des magasins pour acheter des produits dont ils ont l'impression qu'ils sont plus chers par rapport à leur pouvoir d'achat. Donc ça, c'est la première interrogation. La réponse, elle est simple à cette question. C'est une question de volonté politique. Aujourd'hui, 80% des aides qui sont décernées par la politique agricole commune européenne, 80% des aides vont à moins de 20% des agriculteurs, et ce sont les 20% d'agriculteurs les plus productivistes. Celui qui fait en élevage 1 hectare d'herbe pour nourrir ses vaches touche 300 francs de l'hectare. Celui qui fait 1 hectare de maïs et qui en plus irrigue ce maïs, sans compter toutes les conséquences environnementales avec l'atrazine, les pesticides, etc., touche 3500 francs de l'hectare de la communauté européenne. 10 fois plus. Donc la première chose, si on veut effectivement que les gens puissent accéder à une alimentation de qualité, c'est de modifier la règle du jeu de la politique agricole commune. Deuxièmement, c'est effectivement de mettre en place des circuits courts, producteurs, consommateurs. Et je pense qu'il est beaucoup mieux que les gens puissent être directement en contact avec les producteurs, soit par des marchés locaux, soit par des intermédiaires courts, et qu'à partir de là, il y a un lien entre la campagne et la ville. Car si c'est reproduire la même chaîne où on déshumanise la relation entre le produit et celui qui va le consommer, eh bien effectivement, on a raté complètement ce qui est l'essence même de l'alimentation diversifiée, qui permet effectivement pas simplement de se nourrir, mais aussi de transmettre et de continuer ce que j'appellerais une certaine forme de culture, l'alimentation étant la première culture qui se transmet de génération en génération. Donc je pense beaucoup plus qu'il y a nécessité de transmettre de manière horizontale, de favoriser cela, mais cela n'est possible pour l'instant que dans des réseaux de résistance, et il y en a beaucoup, et je sais qu'il y en a ici aussi, des réseaux d'agriculture biologique, des réseaux de vente directe, mais si on veut effectivement que les choses s'inversent pour la grande majorité des gens qui habitent en ville, eh bien ça passe obligatoirement par une transformation radicale de la politique agricole au niveau européen. Alors là, on va travailler en aveugle. Est-ce qu'il y a une question au bar? Si oui, commencez à la poser. Attends, Rémi, j'essaye de voir si on a une question au bar. Parce que, y a une question? Posez votre question. Oui, ma question, je la pose à tous les intervenants là.
Actuellement, nous sommes en train de fournir en Afghanistan des céréales. Je suppose que tous les pays participent donc à cette distribution. Mais premièrement, est-ce que les produits qui sont distribués, d'où sortent-ils? Est-ce que ce sont éventuellement des OGM et qu'on est en train de faire un essai grandeur nature? Et est-ce qu'éventuellement, on pourrait agir ou faire le savoir, pas dans le cadre de Sciences et Frontières, mais surtout dans le cadre de la mondialisation que tout le monde défend, quoi, puisque c'est vrai que là, ça fait le bonheur de Monsanto, ça fait le bonheur des Américains et ça fait le bonheur des céréaliers. Voilà, j'aimerais une réponse, s'il vous plaît. Alors ça aurait été, on va vous répondre, hein, mais ça aurait été, essayez de cibler vos questions. Ça, ce sont des questions pour l'atelier de demain de José Bové. Là, on est sur sommes-nous une espèce en danger? Alors essayez quand même de rester un peu sur le thème, sachant que... Oui, alors... Donc là, on va vous répondre, mais ce genre de questions, gardez-les pour demain. Hein. José, vas-y. Non, juste en 2 mots sur l'aide alimentaire. En général, les stocks d'aide alimentaire viennent des pays qui effectivement ont des réserves. Donc en gros, ça vient souvent de l'Europe et des États-Unis. Là, ce sont des céréales qui sont stockées. Donc globalement, c'est le tout venant. Bon, après, on peut se poser des questions sur la façon d'être stocké. Donc là-dessus, je n'ai pas beaucoup d'inquiétude. Ce qui m'inquiète plus, c'est quand l'aide alimentaire intervient, pas simplement dans l'aide d'urgence pour nourrir, mais quand l'aide intervient pour fournir ensuite le redémarrage de l'agriculture. Et là, on a eu plusieurs exemples, aussi bien en Amérique centrale, après le cyclone Mitch, qu'en ex-Yougoslavie, Bosnie, Croatie, etc., où là, l'aide alimentaire s'est faite souvent par des firmes multinationales où ils ont amené directement des semences génétiquement modifiées en disant, voilà, on vous les donne gratuitement, et puis d'ici 2 ou 3 ans, vous commencerez à nous les acheter. Donc là, on est dans une logique, effectivement, d'aide captive pour obliger les gens à rentrer dans un système. Alors ça a été dénoncé très clairement en Amérique centrale, ça a été dénoncé en ex-Yougoslavie, et on sait qu'en Afrique, on commence à voir le même processus se mettre en place pour un certain nombre de céréales. Donc c'est effectivement une question importante. L'aide alimentaire, aujourd'hui, c'est une guerre, c'est une arme, et les États-Unis font basculer une partie de leurs subventions à travers les aides alimentaires. Donc c'est une façon de détourner la logique et les rapports de force internationaux. Merci José. Oui. Oui, bon. Ce débat est très intéressant et on pourrait rebondir sur de nombreuses questions ou remarques. Et moi, je voudrais faire 2 remarques. La première, pour savoir est-ce que nous sommes une espèce en danger? Alors évidemment, on va pouvoir penser que oui, pour tout un tas de bonnes raisons. On va pouvoir penser que non, pour tout un tas d'autres bonnes raisons, qui pourraient à chaque fois faire un long débat. Mais je pense que l'homme pourrait ou ne pourrait pas être en danger. Ça dépend simplement dans quelle direction il va. Aujourd'hui, à mon sens, on a toute la connaissance qu'il faut pour faire bien et pour que l'homme soit une espèce qui perdure. Simplement, pourquoi ne le fait-on pas? Ça, je pense que c'est une vraie question à poser. Pourquoi ne le fait-on pas? On sait que les OGM, ça peut poser tel problème, on sait qu'il y a la faim dans le monde, on sait qu'il y a des solutions. Je crois que si on ne le fait pas, c'est par ignorance, mais pas par ignorance parce qu'on n'a pas des solutions techniques, mais parce que, à mon sens, on s'arrange pour que l'ignorance reste et préside au sein de l'humanité. Une ignorance plus générale. Mais autrement, il existe des solutions. Sans aucun problème, il existe des solutions. Bon, à mon sens aussi, il y a des gens qui veulent qu'on ne les connaisse pas. Et encore une fois, on se retrouve dans la logique de l'argent. Mais autrement, il ne faut pas s'en faire. Il y a des solutions. Il faudrait simplement qu'un jour, il y ait plus de José Bové, par exemple, qui s'investissent pour qu'on applique toutes les solutions qui sont là depuis la nuit des temps, d'ailleurs. Simplement, la nuit des temps, on les appliquait peut-être mieux que maintenant. La deuxième remarque va me faire aboutir directement sur le plan de la spiritualité. Alors moi, je suis un scientifique. Je connais Jean-Marie Pelt, il me connaît. Je suis encore plus jeune que lui. Et c'est vrai qu'à un moment, j'étais scientifique pur et dur. Il y en a de tous les âges, des jeunes et des moins jeunes.
Et je me suis dit aussi comment, pourquoi, et je me suis posé les bonnes questions. Et ces bonnes questions, on se les pose simplement à un moment quand on arrive à toucher sa spiritualité. C'est bête à dire. Alors, l'avantage pour moi d'un scientifique qui est capable de toucher sa spiritualité, c'est-à-dire qu'il ne voit pas que les choses de façon carrée, c'est qu'il est capable de voir les choses de façon carrée. Il est capable de construire les choses de façon tout à fait scientifique, mais il est aussi capable d'autre chose. Cette autre chose, je la définirais comme ça, c'est-à-dire qu'on peut, par exemple, apprendre sur un plan horizontal, une langue, 2 langues, 3 langues, une science, 2 sciences, 3 sciences. On peut s'étaler comme ça sur toutes les connaissances du monde. Mais le scientifique spirituel, il va grandir en verticalité, tout comme l'écologiste. Et il va intégrer de nombreuses choses. Et c'est ces nombreuses choses qui donnent un regard totalement différent. Et ce regard, c'est vrai qu'aujourd'hui, surtout en France, faut avoir des couilles, faut être inconscient pour dire qu'on l'a, parce qu'on est systématiquement montré du doigt. Et pourtant, c'est l'avenir de demain, s'il doit y avoir un avenir, je pense. En tout cas, c'est mon avis. Et, merci. Je remercie la dame qui est intervenue, qui était contente d'intervenir parce que c'était une femme. C'était en effet une très bonne question. Est-ce que tu peux passer le micro à Rémi Chauvin, oui, qui voulait parler? Le micro à Rémi. Merci. Bon, écoutez, il y a 2 parties parce qu'on a parlé un peu de tout et je ne dirais pas de rien. Mais enfin, on a parlé de choses très variées. D'abord, pour commencer, à propos de la parthénogenèse et de la possibilité de se passer de l'homme dans la reproduction, ça peut être possible, mais il faut savoir que c'est réalisé dans la nature, dans un grand nombre de cas, ne serait-ce que chez les abeilles. Hein. Et les abeilles sont des femelles non fécondées, mais elles sont capables néanmoins de pondre des œufs dans certains cas. Il y a même une espèce d'animaux dont je ne me rappelle plus le nom, les rats taupes, qui sont des vertébrés souterrains, aveugles, et qui ont une vie qui ressemble un peu à celle des abeilles au point de vue de la fécondation. Seulement certains individus sont chargés de la fécondation. Cependant, les mâles paraissent nécessaires à la vie. On ne sait pas bien pourquoi. L'activité de la colonie est plus grande quand il y a les mâles. Et cependant, dès qu'il y a une intempérie quelconque, tous les mâles sont mis à mort. La contradiction féminine. Quant à l'idée de l'autre monde, écoutez, il ne faut pas laisser la chose aux philosophes ni aux gens de maintenant. Concrètement, qu'est-ce que nous voyons quant à l'idée de l'autre monde? Je me suis promené pas bien des fois en Afrique et beaucoup de gens, actuellement bien sûr, les Blancs ont pénétré partout, mais bien avant de ça, il y avait des convictions de l'autre monde, pas tellement basées sur des données philosophiques, mais vous oubliez les drogues, messieurs. Vous oubliez les drogues, l'iboga par exemple, des drogues qui étaient couramment avalées et qui transportaient les gens dans un autre monde à ce qu'ils croyaient, sans oublier les songes. Vous savez que pour beaucoup de primitifs, les songes sont aussi réels que la vie de maintenant. Donc l'idée d'une autre vie leur venait tout à fait naturellement. Alors, d'autre part, est-ce que dans l'Antiquité, que nous connaissons mieux que les primitifs, dans l'Antiquité grecque et latine, est-ce qu'ils avaient toujours peur, ils avaient vraiment peur, ils étaient vraiment angoissés par l'idée de l'autre monde? Vous savez, oui et non. Dans l'Iliade, oui. Dans l'Iliade, je crois que quand Ulysse évoque l'ombre d'Achille au cours de la première Nécuia, en sacrifiant des animaux noirs, l'ombre d'Achille arrive et il dit « Mieux vaut être l'esclave d'un homme pauvre que d'être mort ». Mais si nous partons de là, chez les Indiens, mais c'est pas du tout pareil, vous savez. Vous oubliez le soma. Le dieu Soma, qui était consommé rituellement, c'était tout simplement de l'amanite bouillie dans le lait. Et s'intoxiquer avec ça sans mourir, je ne sais pas comment, il fallait sans doute doser l'amanite avec précision. Mais j'ai appris avec la plus grande stupeur qu'il y a une superstition, je ne sais pas si c'est une superstition d'ailleurs, alsacienne, que comme quoi tous les champignons vénéneux
ne deviennent plus vénéneux s'ils sont bouillis dans le lait. Si c'est vrai, c'est une superstition qui remonterait à des milliers d'années. Alors, ça les introduisait dans le domaine des dieux. Le dieu Soma était considéré comme un dieu. C'est un des premiers hymnes du Rig Veda. Alors ça s'est pas passé comme nos philosophes le disent. Messieurs, quand on spécule un peu légèrement sur tout ça, vous oubliez les drogues, messieurs. C'est pas pour vous dire d'en prendre. C'est, Rémi, c'est la manie tue-mouche. C'est pas la phalloïde, le Soma. C'est la tue-mouche. Parce que si c'était la phalloïde, le Rig Veda aurait fait faillite. Ça n'aurait pas marché. Mais c'est la manie tue-mouche qui, en effet, provoque des effets très proches de l'iboga. Non. Non. Alors, on va prendre une question au bar encore. Est-ce que quelqu'un peut poser une question? Allô, le bar? Je veux bien réagir sur la drogue. Ah, Oui. Alors attendez 2 minutes le bar, parce que Gilles Luneau veut participer à la manie de Tumouche. Non, mais juste sur la drogue, un petit mot, enfin, une considération que je livre à votre réflexion. C'est-à-dire que, toujours pour revenir un peu à la manière dont on se débat, où on accompagne la science, la manière dont, dans nos sociétés, depuis quelques années, il y a un débat autour de la drogue, auquel on fait largement appel à l'expertise scientifique. Et ce qui me navre, moi je suis non-fumeur et non-consommateur de drogue, à part d'alcool, que je considère comme une drogue, mais je veux dire, bon, justement, si on se réfère à ce qu'on peut lire sur les expertises scientifiques qui conseillent nos politiques pour qu'ils prennent des décisions à l'Assemblée sur la légalisation du cannabis ou pas, par exemple, on a, en gros, le choix entre délinquants ou relevant de la psychiatrie. C'est ce que j'appelle la soumission à l'expertise scientifique, si vous voulez. Parce que finalement, il peut y avoir aussi un champ de libre arbitre de gens qui veulent simplement fumer, même se piquer et se défoncer à l'héroïne. Je veux dire, c'est leur problème, à la limite. Vous voyez, je veux dire que pourquoi en passer par un dogme, pour moi qui est inadmissible, de dire vous avez le choix entre la prison ou la psy? Non, il y a un problème de liberté, là, au-delà de la science, donc, de cette science-là. Alors, est-ce qu'il y a une question au bar? Oui. Parlez dans le micro. Oui, bonsoir. Je m'adresse plus spécialement à M. Beauvais parce qu'il est extrêmement médiatisé et que nous connaissons dans notre société l'importance de l'information véhiculée par les médias. Je crois que dans l'avenir, si les médias se décident à un petit peu véhiculer d'autres informations, des informations alternatives, peut-être que la prise de conscience sera plus importante. À ce moment-là, les actions pourront peut-être être significatives. Et donc, c'est à M. Beauvais que je voudrais poser la question, parce qu'il est donc représentant de la Confédération paysanne. Et je me disais que nous pouvions faire un consensus sur le fait que les citoyens du monde que nous sommes avons, au regard de l'état planétaire aujourd'hui, le devoir donc d'estimer à long terme les conséquences de nos choix, et particulièrement sur le plan alimentaire. La Confédération paysanne que vous représentez, M. Beauvais, mais également tous les citoyens qui vous estiment de plus en plus, ne devraient-ils pas orienter leur choix, leur volonté vers la seule alternative non nuisible à l'homme et à son environnement, à savoir l'agriculture biologique? La deuxième question, elle est à M. José Beauvais, donc qui n'est pas forcément toujours représentant que de la Confédération paysanne, mais toujours très médiatisé. Et je constate aussi qu'il y a un autre consortium très puissant, très influent sur les orientations de la politique économique internationale. Ce sont les lobbies médicaux et pharmaceutiques. Et je voulais savoir où en est votre réflexion personnelle par rapport au système médical occidental. Ne pensez-vous pas que nous avons aujourd'hui suffisamment d'éléments en faveur de l'efficacité des médecines unicistes, en particulier de la médecine homéopathique, qui intègre les différentes dimensions de l'être humain, physique, psychique et spirituel. D'autant que nous avons des hommes comme le professeur Benveniste, qui nous livrent, grâce à ses travaux, des éléments d'explication, de compréhension quant au comment et au pourquoi, qui gênent quelquefois les scientifiques. Merci.
Alors, juste avant que José dise un mot, vous savez que là, dans votre question, madame, vous avez balayé la moitié du festival, puisque l'homéopathie, il y aura Christian Boiron, ça sera samedi, vous avez cité Benveniste, c'est la veille. Alors, José va essayer de répondre, mais il ne peut pas tout savoir sur tout, notamment, je pense qu'il est faible en médecine uniciste. Mais il faut quand même... répond, mais il faut essayer de rester sur espèces en danger quand même, parce que alors c'est vrai que les laboratoires qui diffusent n'importe quoi, ça peut mettre l'espèce en danger, ça on est bien d'accord. Oui, non, je pense que je vais essayer de répondre plutôt globalement sur les deux questions, à la fois sur la question de la santé et sur la question de l'alimentation. Je pense que ce que ça pose, ces deux domaines posent en fait les mêmes questions sur leur objectif. C'est-à-dire que souvent, on considère la santé uniquement du point de vue de la personne malade et pas du tout du point de vue de la prévention. De la même manière qu'on voit l'alimentation uniquement du point de vue, il faut nourrir le corps physiologique, point, mais on ne se préoccupe pas des conséquences de la façon dont on mange et de la façon dont le fait de manger peut induire sur sa santé. Donc pour moi, la santé et l'alimentation sont deux choses qui vont en commun. Et depuis quelques années, en France, on a quand même eu un certain nombre de crises sanitaires qui ont mis en avant les risques liés à certaines formes d'alimentation. Donc on pourrait détailler là-dessus, on pourrait aller très loin. Je pense que de manière très claire, aujourd'hui, le but d'une agriculture pour avoir une alimentation de qualité, ça doit être une agriculture qui soit effectivement basée sur un équilibre des sols, sur un équilibre de la plante, sur une façon d'élever l'animal où on ne considère pas l'animal comme étant un esclave ou une machine de l'homme uniquement là pour produire des protéines, mais effectivement pour avoir sa participation dans l'alimentation globale et dans la vie des humains. Donc je pense qu'il y a à travers le choix d'agriculture toute une façon de concevoir la santé. Donc ça me paraît aujourd'hui quelque chose d'important. Et effectivement, l'agriculture biologique, c'est une des voies. Nous allons plus loin au niveau de la Confédération paysanne, puisqu'on parle d'agriculture paysanne, qui intègre à la fois la question du traitement des sols et des animaux, qui est le produit de l'agriculture biologique, mais qui se préoccupe aussi de l'impact social et aussi de l'impact sur les travailleurs. Parce qu'on pourrait très bien aussi avoir une agriculture biologique sans paysans, si on ne limitait pas la taille des ateliers. Donc à travers la question de l'agriculture, on englobe plus que simplement le produit alimentaire. Donc si on prend la question de la santé sous l'aspect médical, eh bien effectivement l'alimentation est une réponse prioritaire. C'est vrai qu'il y a des différentes formes aujourd'hui de médecine qui sont interdites, qui sont refusées, qui sont balayées. Et il y a même des actes de la vie normale qui sont considérés comme des pathologies. On en discutait tout à l'heure, la naissance aujourd'hui est une pathologie qu'il faut donc traiter dans les hôpitaux et surtout pas dans des lieux qui seraient la maison ou dans des lieux que choisiraient les familles avec d'autres pour naître selon leur choix. Et là, je pense qu'on a affaire à quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, la santé telle qu'elle est conçue en tant que système est là pour exclure l'homme et la femme de sa vie. On a affaire à un véritable dogme qui est entre les mains d'un certain nombre de personnes. Tout à l'heure, on parlait de spiritualité. Quand j'entends parler un certain nombre de scientifiques, certains éminents spécialistes de l'Académie des sciences qui essayent de s'opposer à la remise en cause des OGM, par exemple, là, je n'ai pas l'impression d'avoir affaire à une spiritualité, mais à des dogmes religieux et à une véritable église. Et donc aujourd'hui, le conflit dans lequel nous sommes, le conflit fondamental, c'est face à une nouvelle religion qui est une religion technoscientifique, qui affirme des dogmes sans les démontrer et qui affirme l'avancée de la science comme quelque chose qui est irréversible et qui va pour le bien de l'humanité. Et là, on est complètement dans le domaine du religieux au mauvais sens du terme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas possibilité pour l'individu de participer au débat, et on est à peu près dans la même situation que ces chrétiens avant la Réforme, qui n'avaient pas le droit de lire la Bible parce que c'était le domaine des religieux. Eh bien aujourd'hui, chaque individu veut
pouvoir participer au débat de la finalité de la science et de la réflexion sur sa santé, sur sa propre santé, comme on a débattu sur l'alimentation à partir de la question des OGM. Et ça me paraît aujourd'hui quelque chose de très intéressant, c'est qu'il y a une réappropriation de chacun à partir de ses connaissances, de ses expériences, pour dépasser ces nouveaux dogmes qu'un certain nombre de gens essayent de nous imposer, certains uniquement par obscurantisme scientiste, mais d'autres par intérêt mercantile. Et je terminerai en rappelant un très bel article que j'ai vu ce week-end dans Le Monde, qui était en fait un constat du président de Novartis, une grande firme pharmaceutique et agrochimique. Eh bien, grâce au combat qui a été mené depuis 3 ans, ils viennent enfin de jeter l'éponge sur la question des OGM. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à s'occuper d'eux du point de vue pharmaceutique, mais je pense que là, il y a aussi un combat important et qu'il ne faut pas mener un combat simplement sur la question de l'alimentation sans mener l'autre combat sur la question de la santé et la reprise en charge par chaque individu du droit à la santé et de débattre avec les scientifiques et de proposer des situations alternatives, même si elles ne sont pas prouvées selon les dogmes actuellement en vigueur. Bon, on va prendre encore 2 questions, oui. Ah, attendez, il y a d'abord la dame, il y en a si peu. Profitons-en. Merci. Je voudrais revenir sur l'éventualité d'une extinction de l'espèce humaine par sa féminisation ou par la diminution de la fertilité des hommes. Et je me demande si, au lieu de s'inquiéter de ce phénomène, on ne ferait pas bien de s'en réjouir, puisqu'il permet justement qu'on soit un peu moins nombreux, ce qui va limiter nos problèmes de distribution alimentaire sur l'ensemble de la planète et va nous donner le temps de répartir les moyens de production alimentaire dans tous les pays, dans tous les continents. Ça veut dire que si la population croît moins vite, on va peut-être pouvoir assurer matériellement. Alors je trouve que la planète se débrouille mieux que nous, les humains. Merci à elle. Merci. Oui, moi je crois que ce serait un peu trop simple. Ceux qui ont déjà vu des couples stériles peuvent pas applaudir à ce que vous dites. Diminuer la population de la planète, c'est une chose, mais qu'un couple ait 1 ou 2 enfants, c'en est une autre. Et si on avait vraiment affaire à une stérilité de l'espèce, ce serait dramatique. Ça ferait forcément la fortune des gynécologues et des biologistes, puisque les gens iraient à l'hôpital pour qu'on leur fasse un bébé avec le spermatozoïde qui reste. Et on sait faire. Là, il faut faire une grande différence entre la baisse de la qualité du sperme, qui est une évidence, et la baisse de fertilité dont on parle, qui, à mon avis, n'existe pas pour le moment. Elle existera peut-être plus tard, mais on pourrait diminuer de 100 fois la qualité du sperme humain. On pourrait toujours faire. On a beaucoup trop de spermatozoïdes, nous les hommes, beaucoup trop. Et avec un spermatozoïde, on fait un bébé aujourd'hui. Donc, mais on le fait artificiellement. Et dans la proposition que vous faites, ou dans l'hypothèse où vous vous mettez, ce serait que les couples, dans les pays développés pour le moins, iraient faire leur bébé à l'hôpital. Est-ce que c'est vraiment un progrès? Mais ils feraient quand même quelques bébés. Et aujourd'hui, d'ailleurs, dans les pays développés, il n'y a pas de surpopulation. Et dans les autres pays, il n'y aurait pas la possibilité de faire des enfants artificiellement. Donc ce serait encore augmenter l'inégalité des situations dans le monde. Je ne crois pas que ce soit la bonne solution. Question? Ah oui, il y avait le monsieur, là, oui. Là, le micro, là. Allez-y, parlez. Touchez rien, parlez. Ça va marcher. J'aimerais vous poser en fait une question qui soit une question tout simplement citoyenne. Voilà, moi je suis quelqu'un d'ici, je suis quelqu'un qui habite à côté. Je suis ravi que vous soyez là aujourd'hui. Ça fait 5 ans que je suis venu, enfin ça fait 5 Sciences Frontières que je regarde. J'ai toujours été un peu frustré de voir que les scientifiques nous apprenaient beaucoup de choses, levaient beaucoup de lièvres, que c'était très intéressant pour se mettre au courant en tant que citoyen sur tout un tas de domaines. Moi j'ai une formation assez scientifique, mais aujourd'hui je trouve qu'il y a quelque chose de nouveau, c'est la présence de M. Beauvais. Parce que ce n'est pas simplement quelqu'un qui est intéressé par les problèmes qui pèsent sur notre espèce, je pense qu'effectivement il y a des problèmes actuellement de toutes sortes,
Mais comme il le disait tout à l'heure, c'est quelqu'un qui agit, c'est quelqu'un qui a une action. Et moi, je voudrais à tous vous poser cette question, qui est une sorte de petit défi, donc en dehors de José Bové, qui lui est un actif. Est-ce que vous, en tant que scientifique, vous avez le sentiment que vous faites assez pour l'action, c'est-à-dire pour les citoyens ? Car on peut toujours avoir un fantasme quand on est en face de scientifiques sympathiques comme vous, qui viennent à côté du public. On peut se dire, est-ce qu'il y a des scientifiques qui pourraient faire une sorte de conseil des sages un jour et qui pourraient essayer de nous éclairer? Parce qu'on est dans un monde qui est terrifiant en tant que citoyen. On est dans un monde où on nous ment toute la journée. On nous ment à la télévision, on nous ment aux informations, on nous ment à la publicité, les hommes politiques nous mentent quand ils ne sont pas des délinquants. Donc enfin, c'est carrément terrifiant, quoi. Donc, bon. On a vraiment besoin d'un coup de main. Quand on est citoyen, on a besoin d'un coup de main. Hein. On a même besoin d'un coup de main en le disant un tout petit peu, mais enfin bon, on pourra y revenir. Pour les histoires de spiritualité, moi j'avoue que je suis un scientifique et que j'aime pas du tout ça, et que je me sens manipulé avec les histoires de spiritualité. C'est étrange qu'en France, il n'y ait pas un véritable un mouvement qui déteste profondément toutes les spiritualités ou toutes les églises, parce que je pense que, moi je suis né en Afrique, j'ai vu les horreurs de la civilisation catholique, qui a toujours soutenu la colonisation et l'armée. Hein. Les musulmans, visiblement, ils font pas mieux, les sectes, ils font pas mieux. Enfin, pour moi, les spiritualités de toutes sortes, elles ont des effets secondaires tellement atroces que, franchement, ça me plaît pas. Mais je voudrais revenir à cette question à chacun. Est-ce que vous pourriez nous dire, concrètement, si vous faites quelque chose, et qu'est-ce que vous pouvez nous proposer pour l'année prochaine, par exemple, pour les prochaines années, qui nous aide, nous, citoyens, à faire des choses actives pour améliorer notre santé, notre vie de tous les jours. Et voilà, merci. Avant de passer la parole à Jacques Testard, si vous venez vraiment depuis 5 ans, vous devez savoir que, le seul fait que Sciences Frontières existe, c'est pas courant, et que s'ils viennent là, qu'ils prennent de leur temps pour venir distribuer de l'information, la partager, c'est déjà une action. La deuxième action, c'est que si vous avez un peu suivi, vous vous êtes rendu compte que, par exemple, si il y a je ne sais plus combien d'années, Corinne Lepage, quand elle a été ministre de l'Environnement, a réussi à bloquer l'implantation des maïs OGM, c'est parce qu'elle était venue à Cavaillon, qu'elle avait rencontré Pelt, qu'avec Pelt, il y avait Sternheimer, Pérez, etc., que des gens qui viennent au festival, et qu'ensemble, ils l'avaient convaincue que les gens qui étaient autour d'elle, elle le raconte dans son livre, donc c'est pas un secret d'État. À l'époque, on le disait pas parce que c'était discret, mais maintenant c'est dans son livre. Et que donc les gens qui étaient autour d'elle au cabinet, évidemment, ne laissaient pas remonter l'information jusqu'au ministre. Donc effectivement, le ministre ne pouvait pas savoir, mais c'est à Cavaillon que le ministre a su. Donc oui, ils ont eu une action, parce qu'après Cavaillon, où ils lui ont expliqué, ils sont allés bosser avec elle à Paris pour achever de la convaincre, parce qu'évidemment, responsable politique et femme de dossier, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a confronté ceux qui, à longueur de temps, ne lui en parlaient pas, plus ceux qui disaient « attention, il faut se méfier ». Et Gilles-Éric Serralini, il est là dans la salle, peut témoigner de tout ça. Et Jean-Marie, évidemment, puisqu'il est là. Et donc, là, il y a eu une action. Je voudrais... Non, c'est pas ma question. Ma question, c'est est-ce que nous, on peut participer à ça? Mais oui. Entre experts, vous fassiez avancer les choses, c'est bien. Mais moi, je voudrais, en tant que citoyen, qu'on me propose quelque chose qui ne soit peut-être pas le parti politique, parce que jusqu'à maintenant, les partis politiques, franchement, ils nous ont déçus. Hein. Il y a une déception gigantesque qui a été une espèce de... Moi, j'appelle ça la trahison de la gauche, parce que c'est devenu n'importe quoi. Mais bon, c'est mon opinion. Mais enfin... Oui. Nous n'avons pas, en tant que citoyens, d'interlocuteurs sérieux, vous comprenez? Les partis politiques, c'est plus intéressant. Les syndicats, ils sont pas assez puissants. Qu'est-ce qu'il y a comme mouvement qui permet à des citoyens d'aller soutenir M. Bové, d'aller soutenir M. Cyrulnik s'il se bat pour quelque chose qui a un rapport avec l'augmentation de la culture? Qu'est-ce que je peux faire, M. Coppens, qui a son MURS qui a son répondre? Oui. Ça pourrait durer très longtemps, hein, mais d'abord, je voudrais quand même régler un petit point qui paraît... annexe, mais qui me paraît important. Votre agressivité contre ce que vous appelez la spiritualité, je ne suis pas du tout d'accord. Je répète que moi, je suis un scientifique athée, mais je crois qu'un homme qui n'a pas de spiritualité, c'est une bête ou c'est un... Bon, vous dites, il n'y a pas de structure en France qui condamnerait toutes les spiritualités, S'il y en a une,
Il y en a une, vous devriez la connaître, c'est l'Union rationaliste. C'est dramatique. C'est des imbéciles parfaits, c'est des scientistes jusqu'au bout. Et ces gens-là... Non, c'est vrai, ça existe. Ces gens-là sont évidemment pour les OGM, pour tout, la science, le progrès. Ils ne posent aucune question. Ça existe. Voilà une église. Voilà. Et là, il n'y a plus de spiritualité, effectivement. Alors maintenant, je veux vous répondre. Bon, il ne s'agit pas que chacun se vende en disant « moi, je fais des trucs et tout ça ». Je crois que tous, d'abord, on écrit des bouquins. Vous parliez de l'information, c'est vrai qu'il y a des défauts. On essaie de la compenser en écrivant des trucs. Il y en a qui sont peut-être plus engagés dans la vie active et citoyenne que d'autres. Pour répondre généralement, pour soutenir José Bové, vous avez des associations comme ATTAC, par exemple, qui est tout à fait compétente. Autrement, pour aller dans la vie citoyenne, je voudrais juste signaler qu'en tant que président de la Commission de développement durable, je suis impliqué dans 2 débats qui auront lieu dans 15 jours. Le 4 et 5 février, il y aura pour la première fois au plus haut niveau un débat contradictoire sur les OGM. Un débat contradictoire qui n'est pas une conférence des citoyens. On n'avait pas le temps, un débat contradictoire où il y aura les représentants des associations qui se battent depuis toujours contre les OGM et qui ne sont jamais écoutés, qui iront se confronter aux gens de l'INRA, de Novartis, de tout ça. Donc ça va durer 1 jour et demi, ça se passe au Conseil économique et social, ça risque d'être intéressant. Et puis, quelques jours après, il y aura la 2e de conférence de citoyens organisée en France, qui est organisée par ma commission, sur le changement climatique, qui aura lieu à la Villette, 8, 9, 10 février. Donc, vous voyez, on essaie quand même de faire des choses, même en dehors de notre boulot personnel. Mais je pense que tout le monde a sûrement des réponses à apporter. Ne dites pas qu'il n'y a pas moyen d'avoir une action citoyenne. Il y a plein d'associations en France. J'en ai cité une parce qu'elle monte et qu'elle couvre beaucoup de choses, mais il y en a plein d'autres. Hein. Gilles Luneau. Verser comme élément de réponse ma modeste expérience. En dehors de ce qu'on peut faire dans nos métiers, moi j'habite un village de 273 habitants en Touraine. J'y fais partie, j'y suis plus là parce que mon fils est allé au collège, mais jusqu'à l'année dernière, je faisais partie de l'association de parents d'élèves. On gérait la cantine, on a viré le traiteur qui garantissait pas la traçabilité, en particulier qui n'avait pas d'OGM. Ça a débouché sur des conférences dans la maison de retraite, et il y a maintenant des gens qui distribuent des tracts sur les dangers des OGM, sur les listes de boycott à faire, etc., simplement à partir du territoire où on vit. Moi, je crois que c'est extrêmement important, déjà dans son coin, de parler à son voisin et de voir comment, à partir du questionnement qu'on a sur notre vie de tous les jours, on transforme des choses, on pose des questions aux responsables qu'il faut, qu'ils soient scientifiques, politiques, ceux qu'on a sous la main, et à partir de là, on commence à reconstruire autre chose. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois la vie. C'est une question de cohérence entre ce qu'on pense et ce qu'on vit. Allez, la dernière question. Oui. Oui. Oui, j'y vais. Allez-y. Est-ce qu'on ne peut pas craindre que, pour l'espèce humaine, après s'être battu au sabre, il a inventé la poudre, et de la poudre, bon, je n'irai pas la suite, on n'a quand même pas réussi à le faire disparaître, il a résisté. Par contre, avec les progrès de la médecine et de certaines nourritures qui ne sont pas niées, est-ce qu'on ne risque pas d'affaiblir les jeunes parce qu'en fait, on arrive à faire à parvenir à l'âge de la reproduction des gens qui sont génétiquement affaiblis et qui, en d'autres temps, n'auraient pas pu se reproduire et qui risquent de transmettre aux générations futures un génome un peu amoindri, alors que si on avait quelques pestes, on a le VIH, c'est un test. Est-ce qu'on va résister et est-ce qu'on va devenir plus fort ? Est-ce qu'on saura résister ? Est-ce qu'il n'y a pas un risque avec la médecine et certains progrès ? C'est d'entendre un propos pareil ici, parce que ce que vous racontez là, ça fait 3 ou 4 siècles qu'il y a des porte-paroles, des intellectuels, des médecins en général, qui le colportent. Ça s'appelle l'eugénisme depuis un siècle. Non, et c'est considéré qu'il y a une norme pour l'espèce humaine et que ceux qui dépassent à gauche ou à droite, ça ne mérite pas d'exister et qu'il faut faire des individus plus forts. Bon, c'est un peu ce que je racontais tout à l'heure, qu'on pourrait arriver à fabriquer aussi par la sélection des embryons. Moi, personnellement, je trouve que c'est un combat fondamental. C'est celui que je trouve le plus important. Les OGM est moins important que celui-là. Le combat contre cette volonté eugénique me paraît fondamental. Parce que c'est l'encouragement aussi au racisme. Ah non, absolument pas. Le refus des autres. Mais forcément, si vous allez un peu plus loin,
Et en plus, c'est souvent une idée fausse, parce que des individus, comme vous disiez, qui seraient plus fragiles, bon, on peut citer les grands artistes, il y a eu plein de gens qui ont apporté à l'humanité. On n'a pas besoin d'être footballeur ou je ne sais quoi pour apporter à l'humanité. Il y a plein de façons d'exister comme humain. Absolument. Donc, moi, je m'oppose complètement à cette hypothèse que vous formulez. Bon, eh bien, allez, ça fait tellement le temps qu'il lève le doigt. Allez, une dernière, Patrick. Ouvre le parlez, ça va. Bonsoir. Voilà. J'ai la chance de faire cette dernière question et je voudrais qu'elle soit symbolique, c'est-à-dire que je ne vais absolument pas m'adresser à la foule de scientifiques qui est présente. Je pense que la question de leur responsabilité et de leur action par rapport à la société est d'un caractère évident, puisqu'ils sont là pour faire notre information ce soir. Je voudrais rebondir sur une phrase qui a été dite tout à l'heure et la formuler d'une autre façon, par une citation de François Jacob, qui est prix Nobel de médecine, qui a dit « Le plus grand danger pour l'humanité, c'est l'ignorance ». Et cette ignorance, c'est celle de tout le monde, c'est celle qu'on décrit ailleurs. Mais la véritable question que j'aimerais vous poser, et non pas poser aux scientifiques, c'est est-ce qu'elle n'est pas parmi nous parfois ? Et on a parlé sous forme de questions, est-ce qu'il y aura une survie des espèces ? Est-ce qu'il y aura un espoir ? Donc tout le monde se pose beaucoup de questions. Il y a des gens qui essayent d'y répondre avec leurs convictions, avec leur foi, avec leur capacité scientifique. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça ? On est nombreux dans cette salle, il y a des gens qui sont très actifs comme José Bové, mais même si on a la capacité de se poser beaucoup de questions, de lever le spectre de l'ignorance, est-ce qu'on y répond quotidiennement ? Je suis moi-même représentant d'une association, et tout ce qu'on sait au niveau des associations, c'est qu'on a un mal de chien à trouver des gens qui ont, comme ça a été dit tout à l'heure, des couilles, du courage et une capacité d'implication. Je voudrais rebondir très rapidement sur un domaine sur lequel on travaille. On a parlé tout à l'heure des dangers et de l'ignorance. Tout à l'heure, une personne au fond a parlé de monter en fait un espèce de contre-pouvoir en montant des anti-McDonald's. Ça a été dit sur Avignon par un monsieur qui voulait faire de l'argent en faisant non pas McDonald's, on va faire de l'humour de mauvais genre, mais mes couilles Mickey. Bon. L'esprit qui était derrière cette démarche était quand même un esprit vénal. Pour ma part, je travaille beaucoup sur les filières d'approvisionnement de la viande chevaline, et je peux vous dire qu'on travaille sur les maquignons de base, ou qu'on travaille sur les plus gros importateurs, dont certains figurent malheureusement dans le département, dans tous les cas de figure, on travaille sur le pognon. Et tout à l'heure, on a dit que le sexe était quelque part vecteur des pulsions de l'humanité. Quand même, l'avidité, le pognon et la recherche de pouvoir en sont véritablement les paramètres principaux. La véritable question que j'aimerais vous poser ce soir, c'est est-ce que, entre les positions qu'on peut avoir par l'enrichissement scientifique et entre ces positions qui sont liées à nos intérêts personnels, il n'y a pas tout simplement une réponse. Et cette réponse, c'est un dénominateur commun qu'on a parmi tous. Si on interroge non pas le ciel, la foi, mais simplement notre âme, ce qu'on peut avoir dans nous, c'est-à-dire le bon sens. Le bon sens, ça veut dire quoi ? C'est quelque chose qui échappe à la loi formelle, mais qui est parfaitement présent au fond de nous-mêmes. C'est la véritable notion de la justice. Et je pense que si des gens comme José Bové ont peut-être effectué des actes que la forme récouvre, lui-même l'a déjà dit, parfois, lorsque la forme n'est absolument pas parfaite, il faut, dès lors que le fond le justifie, commettre ces actes pour arriver à rééquilibrer. Ce que je veux vous demander ce soir, c'est simplement de prendre conscience que la balle n'est absolument pas dans le camp des gens qui sont en face, mais dans votre camp. Vous-même, vous avez déjà fait un acte énorme, tout simplement en choisissant ce soir, au cours de cette conférence, de venir vous informer. De cette information, faites-en quelque chose. Ne soyez pas ignorants et vous ferez un grand pas pour l'humanité. Merci beaucoup. Vous revenez quand vous voulez pour les phrases de fin. Absolument. Alors, on peut quand même les applaudir d'être venus si loin, de si loin.